France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi 4 janvier, c'est parti jusqu'à 18h avec la question du jour. On en parle depuis ces débuts de semaine, depuis même un moment. Il est entré en action, le prélèvement à la source. Est-ce une bonne chose selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Retour sur toute l'actualité de la semaine, de l'affaire Benalla, l'arrestation d'Éric Drouet, de la distinction à Michel Houellebecq, qui sort d'ailleurs son nouveau livre aujourd'hui, décoré par Macron, une décoration qui fait tâche selon évidemment certaines déclarations islamophobes, n'ayons pas peur de le dire, de Michel Houellebecq. On en reparlera avec beaucoup de monde dans nos studios. Anis Samziti, le retour, Nassim Lachlache, Tarek Mami et Abdestamitash sur France Maghreb 2 qui nous réserve un avis tranché sur le RIC. Bienvenue à vous, c'est parti jusqu'à 18h pour le LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Et merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 en ce vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier, soyez les bienvenus. Le 9 janvier, ça va pas bien moi. Le 4 janvier, vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec une petite partie déjà arrivée. On attend la deuxième partie. Monsieur Tarek Mami, bonjour et meilleurs vœux. Bonne année à vous mon cher Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour Hanan, bonjour Saslam, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui écoutent, à toutes et à tous. Je suis passé, je crois Mercredi, c'était juste pour dire la bonne année. Aujourd'hui la bonne année, on la met à sa place. Et on commence tous à bosser. Monsieur Abdestamitash, bonjour et bonne année. Bonjour Christophe, bonne année à tous, bonne année aux auditeurs et auditrices. Alors je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux, mais je le fais ici. Je leur souhaite tous une bonne année, une bonne santé, un petit peu de sous et que cette année soit une année de famille. Ouais, Inch'Allah. Et si on pouvait changer quelques logiciels pendant toute cette année. Lequel? Je vais vous le dire, cher Christophe. Comptez plus sur son cerveau que sur son cœur. Décider par soi-même et ne pas écouter le cheikh un tel, le politicien un tel et c'est lui qui raconte sa vie, et décider par soi-même dans toutes les décisions qu'on prend. En philosophie, on dit, c'est prendre le contrôle de son cerveau. Être plutôt dans la raison que dans la passion. Non, mais et prendre le contrôle. C'est-à-dire, ne faut pas dire monsieur un tel a dit, donc, non, vous, qu'est-ce que mais on a besoin de passion aussi, des fois. Non, justement, quand on va dans la passion, on tombe dans l'émotion, et on perd ce côté. Je suis maître, moi j'adore l'expression de Mandela qui n'est pas la sienne, qui est donc le fameux titre du poème, le nom va me revenir. Il y a d'ailleurs un super parfum qui porte Invictus. Ouais. Et Invictus, c'est un poème anglais du XVIe siècle, d'un type qui va se révolter contre la société anglaise, et c'est ce qui a permis, dit Mandela, de tenir 27 ans en prison, parce que chaque fois qu'il a cette dépression de tout perdre, Invictus dit, je suis le maître de mon destin. Je suis ce que je veux être. Je ne suis pas ce que les autres me disent de moi. On va essayer d'appliquer ça. Voilà, c'est Invictus. Ouais. Bon, ça sera pas Invictus, mais en l'occurrence, prélèvement à la source pour le sujet. Oui. Et on y va. Le jour J pour le prélèvement de l'impôt à la source. 40 000 agents mobilisés pour répondre à toutes vos questions. Les centres d'appel sont en surchauffe. Vous savez quoi, dans un mois, c'est comme le téléphone portable, on se demandera comment on faisait avant. Et cette phrase, il l'a répété, Gérald Darmanin, dans tous les médias. Mais c'est quoi cette... Vous allez voir, dans un mois, ça sera comme le téléphone portable, voilà. On oubliera le monde d'avant, finalement. Extraordinaire, il l'a répété, il a bien appris sa leçon. En tout cas, il joue gros sur cette affaire, Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, puisqu'il est à la manœuvre pour faire le service après-vente de ce prélèvement à la source. J'ai envie de dire enfin, parce que beaucoup de pays ont adopté. C'est ce que j'allais vous dire, cher Christophe, vous me dévancez, je vous laisse terminer. Mais je vais vous donner une date qui va vous faire tomber par terre. Alors, enfin, parce que pas mal de pays ont déjà adopté ce principe, des pays frontaliers tels que la Suisse notamment, et ça marche fort bien d'ailleurs. Donc le principe c'est simple, en fait, on prélève directement à la source, donc sur votre fiche de paye, sur votre paye, l'impôt que vous devez à l'État. Vous n'aurez plus donc à recevoir cette fameuse feuille, je crois que c'était au mois d'octobre, novembre. Septembre, fin septembre. Voilà. Bon, en fait, ça change pas grand-chose parce que pour ceux qui payent par exemple mensuellement,
allemand, ça sera pareil finalement. On va dire quelqu'un paye 1200 € par an. Ouais. Au lieu de payer en 2 fois en septembre avec l'angoisse, je paye 600 et 600, au lieu d'être mensualisé parce que c'est un choix, aujourd'hui, il ne reçoit plus le 1200 €, il n'a plus à les payer, et j'allais dire, c'est la bonne nouvelle dans toute cette histoire, cher Christophe, et je reviendrai sur l'historique, c'est qu'en fait, l'argent que vous recevez, il est net pour vous, et le fils ne vient pas vous en réclamer d'autres derrière. Ouais, alors, normalement. Ouais. Alors, je précise juste une chose, on nous parle toujours du modèle allemand, de Madame Merkel et tout ça. Savez-vous en quelle année l'impôt sur le revenu a été institué en Allemagne? Non. Vous allez nous le dire. 1925. Ah oui. Ouais. 1925. Ce qui fait qu'ils rigolent, les Allemands d'aujourd'hui, parce que le citoyen... Non, mais le citoyen, quand il naît, ses parents sont là-dedans. Donc Et le dernier pays qui est installé en Europe, c'est l'Espagne. En quelle année? 1979. Ah oui. Eh ben, quand vous voyez ça, vous pouvez gueuler quand vous voulez. Je veux dire, bon, attendez, donc les Allemands sont des fous, les Suisses c'est des fous, les Espagnols, même les Portugais, je crois que c'était en 85. Bon, en tout cas, la France, c'est en 2018. Et c'est une conséquence d'une décision sous le quinquennat de Hollande. C'est-à-dire aujourd'hui, on tombe dans toutes ces fameuses mises en application par décret des lois votées. Qu'il avait retardé à l'époque déjà. Oui, oui, non. Christophe, si tu permets, juste sur l'impôt, en effet, les personnes qui étaient prélevées, payées sur 10 mois, aujourd'hui, il s'agit d'être prélevées directement à la source sur 12 mois. Ce qui fait quand même un lissage et un montant un petit peu moins important. Alors, en effet, il y a un effet psychologique. Quand on a son bulletin de salaire et que la petite case en bas à droite change, j'espère que ça n'agira pas sur le moral de nos concitoyens et qu'ils voient leur consommation à la baisse. Cela étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui versaient autrefois un 13e mois en fin d'année, ont décidé de le mensualiser. Donc de verser un 12e tous les mois, c'est super, ça. Ce qui fait que en fait ça régule le prélèvement à la source, et du coup ils se retrouvent avec le même salaire, parce que ces personnes-là à l'époque ils faisaient une chose: lorsque le 13e mois tombait, ils payaient l'intégralité de leurs impôts avec. Oui, voilà. tout à fait. Ça c'était très bien. Et donc il y a des entreprises qui ont quand même pris les devants et on dit c'est simple, on va mensualiser la prime annuelle et pour le coup ça sera $1. Ensuite, c'est vrai que Darmanin utilisait toujours la même expression. Bon, après la politique, c'est l'art de la répétition et il ne peut pas, il en dévie pas. Mais comment on faisait avant le portable, on utilisait le téléphone fixe ou on faisait autrement. Oui, oui. Alors la question qu'on pose aujourd'hui, elle est toute simple. Est-ce que c'est une bonne chose, ce fameux prélèvement à la source? Cher Christophe, je vais vous choquer. Moi, je vous propose de reporter cette question au 3 février. C'est-à-dire quand tout le monde aura reçu sa fiche de paye et reçu le coup psychologique. Parce qu'aujourd'hui... ils feront la gueule. Non, mais aujourd'hui, on va répondre comme ça. Oui. Non, oui, je sais pas. Moi, je voudrais qu'on leur pose la question. 61% pensent que non, oui. Ce n'est pas une bonne chose sur Facebook. Et 50%, donc tout le monde est à égalité parfaite. Oui, non, 50%. Ouais, mais... Sur Twitter, le grand forum FM2. Il y a toujours une résistance au changement. Parce que le changement fait peur. Et une fois que ce cap sera passé, que l'on arrivera au 31 décembre et qu'ils se rendront compte qu'en fait, et c'est vrai, monsieur Mamie, vous l'avez dit, quand on doit 1200, on doit 1200. Qu'on les paye en 10 fois, en 12 fois, en 3 fois, en une fois, ça reste 1200. Oui. Donc il faut rester pragmatique. Ensuite, s'il y a un lissage sur 12 mois, sur 12 mois, je vois pas réellement. Alors, belle transition, cher Destem, parce que la première mise en place, donc c'était mardi de la mise en place, donc on va suivre dans les mois qui viennent, donc parmi les réformes annoncées, les retraites ou encore la fonction publique, autant de chantiers qui font dire au ministre de l'économie que l'année 2019 sera l'année des choix décisifs. Bruno Le Maire au micro de France Inter, écoutez. Je crois profondément que le quinquennat commence à partir de maintenant à entrer véritablement dans le dur, que nous avons un socle qui est solide, qui sont toutes les réformes que nous avons engagées depuis 2017 et 2018 sur la fiscalité, sur le marché du travail, sur la formation, la qualification, la réforme de la SNCF. Nous avons ce socle. Et maintenant, il faut avancer et avancer encore plus vite sur des sujets qui sont décisifs pour notre avenir collectif. Notre système de retraite, l'indemnisation du chômage, ça veut vouloir dire faire des économies à tel endroit
pour pouvoir aider d'autres services publics. La réponse, c'est le débat qui va l'apporter sur la dépense publique, qui va nous permettre de baisser les impôts, les taxes. Mais oui, les choix décisifs sont devant nous. On rentre dans le dur, dit le ministre, donc en présentant les enjeux de 2019 pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Rentrer dans le dur, le quinquennat commence maintenant, Tariq Mami. Bon, il me fait rigoler. En fait, au lieu de dire, je crois que aujourd'hui, et c'est une réflexion gilet jaune quelque part, même si je rentre pas dans le dur, moi, c'est qu'aujourd'hui, la classe politique continue à parler sans langage politique et n'arrive pas à comprendre que les gens veulent écouter d'autres mots. Vous avez une superbe nouvelle qui concerne pas tous les citoyens, mais qui concerne les gens qui se battent dans le droit administratif, cher Christophe, Conseil d'État et d'autres. Le Conseil d'État a publié le 23 décembre 2018 un texte qui s'appelle Vadmacom, donc la façon de travailler, de 50 pages, qui dit dorénavant, on va enlever tous les mots incompréhensibles pour les gens dans les décisions. Hein? Le petit A. Non, c'est pas le petit A, il reste, mais c'est cependant. C'est irrépétible. C'est nonobstant. C'est les mots en latin. Et moi-même, je travaille beaucoup avec le Conseil d'État, donc vous lisez une décision de Conseil d'État et vous avez 2 pages avec des virgules et des points-virgules sans points. Et vous devez comprendre la logique sur les 2 pages. Et à un certain moment, vous ne savez plus si le il va sur le il de la première partie ou sur le il du 3e argument. Et donc, le Conseil d'État, aujourd'hui, a décidé de faciliter. Et il écrit expressément, ce qui est rigolo, aucune phrase ne doit dépasser une demi-page. Vous imaginez ce qu'il y avait avant? C'est Victor Hugo qui aimait faire de très très longues phrases. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent maintenant, à chaque argument soulevé par le citoyen, il y aura un titre, un sous-titre, un gras, et répondre à cet argument-là. Et pas le malax nonobstant, machin truc. Et donc, les hommes politiques, eux, continuent à parler comme le Conseil d'État jusqu'au 23 décembre, alors que la société veut qu'on leur parle comme le Conseil d'État à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et ça a une utilité, Christophe. Sauf que rentrer dans le dur, il y a non, pas... mais ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien rentrer dire. dans le dur, si, ça veut dire que Non, ça veut maintenant dire on va passer aux réformes et on va les faire appliquer. Non. Puisque il dit lui-même qu'il avait déjà fait 2 ou 3 réformes très lourdes. Au lieu de dire nous avons aujourd'hui un socle de réformes sur lequel nous allons nous reposer pour améliorer les choses, il dit nous allons rentrer dans le dur, les gens comprennent, maintenant on va vous rentrer dedans. Ouais. Moi, C'est d'ailleurs le moment où il dit ça. La journaliste dans un en climat face. un petit peu particulier, Oui, je vous rentre c'est peut-être dedans. pas très adroit, mais bon. Voilà. moi, C'est Christophe, comme le discours, et j'en termine là, du président de la République. Je trouvais que sur le fond, quand on parle politique, le discours est très bon. Mais c'est un discours qui n'est pas de circonstance, qui ne correspond pas à ce que les gens voulaient entendre pour... C'est votre côté jupéiste qui vous fait dire ça? C'est peut-être le je me côté... demandais si c'est à moi que ça s'adressait. Mais... Non, ça moi, t'arrête, pas lui. moi j'ai fait des interviews à Juppé, je peux vous raconter une anecdote. Ma première interview avec monsieur Juppé, je suis à la moitié de la phrase et je le vois commencer à répondre. Ouais. Mais j'ai dit, attendez, monsieur le Premier ministre à l'époque, c'est pas à vous que je pose la question. Il faut que l'auditeur comprenne toute ma question. sens de la question. Et je le vois piétiner, en train de tourner les doigts, je l'emmerdais. Trépigné comme un cheval Oui, dans mais son... je l'emmerdais parce qu'au bout de la première partie de ma phrase, il a compris ce que je veux dire. Ouais. Bon, alors, Et donc, ça votre c'est côté pareil. jupéiste qui vous fait dire que le discours de Macron était Mon bon? côté jupéiste à moi. Oui. Non, vous n'avez rien compris, Christophe. Bah si, mais non, vous me dites que c'était un excellent discours. Non, sur le fond. Ouais. Non, mais excusez-moi. Sur le fond, il y a les 3 vœux, il y a l'engagement, il y a plein de choses. Je veux dire, qui peut accepter, quand il est chef de l'État, que le narcissisme se place dans la rue? Personne. Même pas Marine Le Pen, qui appelle le soir de l'Arc de Triomphe que l'État de droit réalise. Ce que je veux dire, c'était un très bon discours, mais qui n'était pas à la bonne date. Et pas au moment psychologique où les gens attendaient. Ouais. C'est-à-dire que les phrases bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour bébé, bonjour tout le monde. Donc j'ai pas de conseil à lui donner, mais les gens attendaient 3 mots qui sont jamais venus. Le mot le référendum, même si on dit on en parlera dans la chose. Le mot pour les morts et les blessés. On est quand même à 10 personnes, Christophe. Donc, et les gens n'écoutent plus la politique, ils s'en foutent.
Et c'est ça donc c'est pas mon côté jupiste. Au contraire, si mon côté jupiste me fait dire que le discours est très bon, je l'aurais pas formulé comme ça. Oui, alors en tout cas, Abdeslam, on est d'accord sur le fait que Macron a fait ses vœux donc au peuple de France ce lundi 31. Oui. On avait l'impression comme tous les présidents de la République, on avait l'impression, laisse-moi terminer. On avait l'impression qu'on était dans un pays où tout se passait bien. Oui. Mais enfin, vous avez raison, Christophe. Mais c'est normal. Il dit les choses et il essaye de le dire de la meilleure des manières. Il va pas se mettre dans un état de déprime et faire déprimer les Français. Moi, je voulais juste réagir, si tu veux, Christophe, sur Bruno Le Maire. Quand il dit qu'il faut Bruno avancer. Le Maire, qui, je le rappelle, dit on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Le il faut quinquennat avancer commence maintenant. Il est certain qu'il y aura des mesures impopulaires. C'est une évidence et on l'entend. Sur le chômage, là par exemple, on peut en dire 2 mots sur le chômage. Sur le chômage, alors, pour le coup, 0,4%. Ça, ce sont les chiffres qui remontent des fraudes au chômage, aux prestations de chômage. Et on est en train de faire croire à tout le monde que tous les chômeurs sont des brigands qui tentent à vouloir ne pas vouloir travailler pour toucher les prestations. Fraudeurs et apparemment c'est une catastrophe insurmontable et à côté de ça on laisse des voyous en col blanc qui détournent des milliards. C'est ça. Ça y a aucun problème. Ça pose quand même un problème. Complètement dans ce sens-là. Christophe, 2 choses concernant le chômage. Moi, ce que je regrette jusqu'à ce jour, il est vrai que le président et le gouvernement ont le mandat pour mettre en place les choses. Mais moi, je crois savoir que dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron, il était question de permettre aux gens de pouvoir démissionner et de pas perdre leurs indemnités, justement pour permettre la mobilité, parce que nous avons tous dans notre entourage des gens qui sont à certains postes qui ne leur plaisent pas, mais qui ne peuvent pas partir parce qu'ils perdent leurs droits. Ouais. Et l'idée, c'était de permettre aux gens d'être dans la mobilité, d'aller chercher un emploi ailleurs, sans prendre le risque d'être dans la difficulté financière, et ce qui aurait permis justement ce jeu de chaises musicales et permettre à des gens d'occuper un poste et que les personnes qui ont une certaine qualification finalement ne prennent plus le risque de quitter leur emploi pour aller chercher un autre poste et en continuant à toucher ces indemnités. Cette mesure n'arrive pas, c'est bien dommage. Ensuite sur le service public, alors tu sais que je suis fonctionnaire concernant le salaire est gelé depuis 2018. Oui, le gel de salaire depuis Jospin. Ouais. Ah oui. Oui, depuis Jospin, parce qu'en fait il fallait justifier lorsque les 35 heures ont été mises en place, nous étions payés 39 heures pour 35 heures. Et petit à petit, avec le gel des salaires, on s'est retrouvé à travailler 35 heures, payé 35. Voilà. Donc, ce qui est normal. C'est qui a permis. C'est qui a permis de décrétaliser les pensions des anciens militaires. Non, mais parce que c'était tout ça un deal des militaires non français qui ont combattu pour la France. Mais Christophe, si on s'était arrêté à 35 heures travaillées pour 35 heures payées, parce que ce gel des salaires, nous l'avons subi dans la fonction publique, ça aurait été bien. Mais aujourd'hui, on travaille 35 heures pour être payé 32 heures. Voilà, c'est ça le problème, c'est que les fonctionnaires... Vous avez qu'à passer moins de temps à la pause café. D'accord, les auditeurs fonctionnaires apprécieront. Oui, non, mais surtout, mais surtout, vous avez ce qu'on appelait avant la garantie de l'emploi. Mais on l'a toujours. Tous ceux qui travaillent 35, payés 35 ou 39, payés 35, non pas. Alors, sur la garantie de l'emploi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit territoriale. Il y en a 3. Il y en a 3. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités recrutent sur des contrats de droit privé. Oui. Et ils n'ont plus besoin. Ils ont plus besoin. Ouais. Ensuite, sur les mesures, on parlait des mesures pour les fonctionnaires. Alors, Action publique 2022, moi j'invite les auditeurs à taper sur Google ou sur n'importe quel moteur Cap 22, donc Action publique 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui font partie de cette commission Action publique qui travaillent sur la réforme de la fonction publique. Ils sont très critiqués parce que ce sont des gens qui viennent du privé. Moi, j'ai pas de problème avec le privé. Je suis chef de service. J'essaye justement d'apporter de la performance et de l'efficience dans mon service. Moi, ça me pose pas de problème. Et je pense que la fonction publique doit s'adapter justement à une nouvelle, aux administrés, aux besoins des administrés et être au plus près de leurs attentes. Attendons de voir ce qu'est le résultat de l'Action publique 2022, Cap
Cap 2022, pardon. Et mais ce sont pas des mesures qui ont été décidées là il y a 2 mois, Christophe. Cette commission existe depuis déjà 2 ans et elle travaille justement sur cette réforme. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Ce n'est ni le maire ni Macron qui sont sur le projet de réforme de la fonction Alors, publique. juste une question sur ça. En fait, il y avait la fameuse théorie de Sarkozy, le président Sarkozy, et du candidat Fillon, sur le fait du remplacement de 1 sur 2. Oui, le non-remplacement d'un retraité. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui j'allais dire en activité, en application cette décision, ou est-ce qu'il y a un peu de ça a été du ralenti, lest avec M. il était Hollande? question. Alors Hollande, en fait, avait fait la promesse de recruter des enseignants. Le compte n'y est pas. Et malheureusement, aujourd'hui encore, il y a une vraie pénurie, notamment en Seine-Saint-Denis. Alors, vous allez dire, Abdeslam, il est corporatiste et il défend la Seine-Saint-Denis. Oui. Ce que je veux dire, c'est que vous avez encore des établissements où il manque des professeurs et vous avez une moyenne d'élèves qui, une moyenne de fréquence d'enseignement aux élèves en Seine-Saint-Denis qui est inférieure aux autres départements. Cette disparité, elle est juste révoltante. Comment est-ce qu'on peut permettre à nos enfants de réussir à l'école lorsque les professeurs ne sont pas disponibles? Bon, on va saluer nos 2 autres chroniqueurs qui sont arrivés, monsieur Nassim Lachlage, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année. Bonne année mon cher Nassim. Et ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas là, mais elle avait une bonne raison, une bonne excuse. Anissa Mziti, bonjour Anissa. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va super bien. Toute rayonnante. Alors, mon cher Nassim, t'as écouté un petit peu les débats. Là, on était dans le prélèvement à la source qui est sorti. C'est la question du jour. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez toujours voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Le grand forum FM2, est-ce une bonne chose? 61% pensent que non sur Facebook, 50% de oui, 50% donc de non sur Twitter. Mon cher Nassim, c'est une bonne chose le prélèvement à la source? Je voulais rebondir sur la question qu'a posée Monsieur Mami, sur la question du non-renouvellement d'1 sur 2. Sous Hollande, en tout cas, ce qui a été fait, ce qui se poursuit sous Macron, c'est 11 milliards d'euros d'économies sur les collectivités territoriales, ce qui signifie derrière forcément le non-remplacement en tout cas de certains fonctionnaires, ou en tout cas la non-embauche de certains fonctionnaires, donc une dégradation aussi du service public. Donc là c'est pas dogmatique de dire ça, c'est en fait un effet boule de neige qui se passe derrière. Voilà, c'était juste pour essayer de contribuer au débat. Donc je peux juste réagir sur ça. En fait, c'est pas lié au non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, c'est la baisse des dotations de l'État. Oui. Et là, du coup, c'est pas dogmatique, c'est mécanique. Voilà. Parce que forcément, lorsque les collectivités ont moins d'argent, on leur demande de faire mieux avec moins. Donc forcément, elles sont obligées de réduire la masse salariale et forcément, on a moins de services publics. Et à côté de ça, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que dans les commissariats, il y a moins d'agents de police et on demande aux collectivités de prendre en charge la sécurité alors que c'est une fonction régalienne de l'État qui a failli dans ses missions. On se retrouve avec des collectivités qui organisent des polices municipales avec 20, 25, 30, 40, 50 agents qui sont équipés, véhiculés et qui ont un coût qui est énorme pour les collectivités. Alors, 2 compléments si vous permettez en fait. Oui. Ma question sur le nombre de fonctionnaires, donc le fameux remplacement 1 sur 2, touche une des 3 activités donc des fonctionnaires. Oui. Bon, donc elle ne peut pas par elle-même induire ces déductions qui sont une décision politique différente. Ça c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, de la fameuse police municipale, je vous rappelle que dans les années 90-2000, la gauche se battait contre cette police. Et dans toutes les villes de gauche maintenant, il y a non mais aujourd'hui, je rappelle le contexte historique parce que il disait justement que c'est régalien comme pouvoir, et donc c'est l'État qui doit prendre en charge. Alors, donc aussi, les hommes politiques qui prennent des décisions et qui la retournent comme un bonbon des fois, ne peuvent pas jeter toujours à la centrale leur propre décision et ses conséquences. Monsieur Mami, je vais être uniquement un petit peu dans le technique. Oui, 10 secondes. Voilà. Qu'il faille parce bien, qu'après on y va. très rapidement, il faut bien dissocier la décentralisation et la déconcentration de l'État. La déconcentration, ce sont des agents d'État qui sont dans les territoires, et là du coup le ministère de l'Intérieur est dans la déconcentration avec les commissariats, avec les préfets, et la décentralisation, c'est le pouvoir qu'on a donné à des élus qui sont les maires, les conseillers départementaux,
départementaux et les conseils régionaux pour justement prendre des compétences de l'État, et du coup là on est dans la décentralisation. C'est bien Abdeslam Itache, Tarek La Mami, question de la Nissam police Ziti, pardon, il y a la pub, Tarek, on y reste va une là. question polémique, Oui. pas politique, qui a été assumée par tous, Oui. alors qu'elle ne doit cette surtout partie... par Ocar en 80. Non mais, Ouais. Bon. alors que c'est l'État, je veux dire, il a bien quand même l'État, ce qu'on appelle le monopole de la répression légale. C'est pas la police municipale qui doit l'avoir. Stop, pub. On est de retour dans un instant. On va parler d'un autre homme. Oui, il fait sensation à chaque fois qu'il apparaît. Alexandre Benalla. Dans un instant sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, une équipe bien au complet en ce vendredi 4 janvier. La première récap de l'actualité. Vous savez, le vendredi, on se fait notre récap de l'actualité et la semaine a été encore une fois bien chargée, bien qu'il y ait eu les vacances qui sont toujours d'actualité mais qui se terminent, bien qu'il y ait eu jour férié, le réveillon, etc. D'ailleurs, on peut signaler que ça s'est plutôt bien passé, que contrairement aux autres années, il n'y a pas eu trop de problèmes visiblement à Paris et ailleurs. Donc tant mieux, il y avait 300 000 à peu près personnes sur les Champs-Élysées qui ont fêté l'arrivée de la nouvelle année avec un beau spectacle payé par les impôts parisiens. Anne Hidalgo était contente. Et donc, eh bien, le grand forum pour ce vendredi avec Anissam Ziti, qui fait son retour aujourd'hui, avec Nassim Lachlache, avec Tarek Mami, avec Abdeslam Itache. Et on était donc dans cette première partie à parler, évoquer la question du jour qui est le prélèvement à la source, qui est quand même un changement considérable, qui apparaît tardivement par rapport aux autres pays. On en parlait tout à l'heure avec des dates quand même qui sont significatives. Le prélèvement à la source donc est entré en action en France. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, est en service en pré-vente en ce moment. Alors, est-ce une bonne chose, ma chère Anissa, que ce prélèvement à la source? Alors je ne sais pas ce qui a été dit précédemment, mais là l'idée c'est quand même de dire qu'il n'y a pas de modification substantielle de l'impôt. C'est de prendre en compte la situation réelle donc des contribuables au moment T. Donc par exemple moi qui me suis mariée récemment et qui ai eu un enfant récemment, l'idée c'est vraiment de prendre en compte la situation à l'année N et non pas N-1 comme c'était le cas auparavant. Néanmoins, il faut quand même noter qu'il y a des personnes qui vont être pénalisés par cet impôt à la source, notamment les premières personnes qui vont donc être imposées. Donc c'est le cas des jeunes. Oui. Qui sortent donc du foyer fiscal de leurs parents. Donc là, dès qu'ils vont taffer, en gros, dès le premier mois, ils vont être prélevés à la source. Donc il n'y aura pas cet argent de côté qui aura pu être mis, comme moi j'ai pu le faire par exemple en sortant du foyer de mes parents. D'accord. Et également les personnes en situation défavorisée, puisque lorsque on a du mal à joindre les deux bouts en fin de mois, eh bien on peut demander tout simplement au niveau de la fiscalité qu'il y ait des délais supplémentaires pour pouvoir payer ses impôts. Là, avec le prélèvement à la source, eh bien ça semble très compromis. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même noter que ça peut être difficile pour ces deux personnes. Mais en général, on peut dire que c'est quand même une bonne avancée. Absolument. Par rapport aux autres pays européens qui l'ont fait et depuis très longtemps d'ailleurs. Et pour Oui. qui ça marche bien d'ailleurs. Nassim, le prélèvement à la source, tu Alors, t'es pas exprimé j'ai entendu les chiffres que tu as donnés tout à l'heure furtivement. Je sais pas si c'est des chiffres récents, si c'est un sondage de France Maghreb sur les... Non, c'est le sondage d'aujourd'hui, c'est la question du jour. 61% sont contre, enfin, pensent que ce n'est pas une bonne chose sur Facebook. 50%, avis très partagé, sur Twitter. Parce que du coup j'avais retenu des chiffres plutôt contraires, c'est-à-dire qui allaient dans le sens de la volonté de mettre en place le prélèvement à la source, et c'est pour ça que d'ailleurs ça a été un engagement de campagne d'Emmanuel Macron qui a pour le coup écouté et entendu plutôt les gens. À titre personnel, je voudrais partager cette expérience. Donc je suis élu Oui. dans ma ville, Oui. et mon indemnité d'élu à Fontenay-sous-Bois, tout à fait. Mon indemnité d'élu est prélevée à la source, directement. Mmh. Ce qui signifie que lorsque je vais déclarer mes impôts, alors c'est fini maintenant depuis 2 ans, mais merci Abdeslam, c'est fini depuis 2 ans, mais c'était le cas en tout cas de 2014 jusqu'à 2016-2017, voilà. Ce qui signifie que quand j'allais déclarer mes impôts directement sur place ou par internet, j'avais déjà payer une partie de mes impôts sur une partie de mes revenus. Ce qui signifiait que si j'avais moins de 1000 euros par exemple, j'étais non imposable, alors que je percevais quand même un montant qui était beaucoup plus important que... Bref, je considérais en tout cas à titre personnel que c'était un privilège, c'est comme ça que je l'appelais, pour les élus
et que je considère toujours que ça devrait être généralisé. Parce que ça permet aux uns et aux autres de s'y retrouver. Parce que quand on arrive à la fin de l'année, qu'on n'a pas eu l'idée ou l'envie de mensualiser, on se retrouve quand même des fois avec des montants quand même qui sont assez importants, et les ménages se retrouvent dans des difficultés très importantes, puisque après ça les suit, huissier, etc. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Sachant qu'en plus de cela, ça va permettre aussi d'éviter certaines, peut-être potentiellement certaines évasions fiscales ou autres. Alors on parle pas des plus gros, puisque eux ils ont des méthodes et des canaux qui ne nous concernent pas, mais en tout cas ça permettra de prendre directement. Mais si j'ai bien compris, parce qu'il y a une partie très technique sur laquelle il est difficile de s'arrêter, et difficilement compréhensible d'ailleurs, si j'ai bien compris, ce sera pas le mois pour le mois. Ce sera, ils devront calculer, ils n'ont pas la possibilité de calculer dans l'immédiat, c'est-à-dire si je gagne 1500 €, ils sont pas en capacité de dire ah bah voilà, vous nous devez 100 € tout de suite. C'est quand même quelques mois en arrière. Si j'ai bien compris, enfin voilà, ça a creusé en tout cas. Je sais pas si les gens ont d'autres éléments ici. Juste en fait, on prend deux éléments, puisque maintenant c'est les chefs d'entreprise qui vont payer, qui vont faire le prélèvement. Oui, j'ai oublié de parler de ça. Allez-y. Pardon, merci monsieur Mamie. J'ai oublié de préciser que par contre c'était un tracas pour les petites entreprises, pour les PME. C'était un vrai tracas. C'est du travail supplémentaire pour les patrons. C'est-à-dire que d'un côté, on les allège. Alors ça, on peut débattre 150 ans. Là, c'est pas le débat tout de suite, mais on les allège en tout cas de certaines cotisations, certaines taxes. Et de l'autre côté, on leur donne une charge supplémentaire. Donc on a le sentiment que c'est un petit peu donnant. Et je regardais très récemment, là, de début janvier, une émission sur un boulanger qui avait 3-4 employés, qui avait absolument pas le temps, lui, de gérer cela, et qui était dans l'obligation d'avoir un expert comptable. Un comptable ou un expert comptable qui payait au moins 200 € mensuellement, donc c'était une charge supplémentaire. Voilà, donc il y a du plus, il y a du moins, mais pour les ménages, à première vue, ça me semble quand même quelque chose de positif. Alors je disais avant que vous arriviez, juste deux éléments, c'est que tout le monde admire l'Allemagne et son modèle économique et Madame Merkel. En Allemagne, ce prélèvement à la source date de 1925. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est le dernier pays européen qui rentre dans cette danse. Alors, juste peut-être la précision technique, mais pas pour rentrer dans le détail pour nos auditeurs. La base de calcul pour les chefs d'entreprise qui donnent les consignes, voilà, il est là, qui donne les consignes pour pour leur expert comptable. En fait, on prend la dernière déclaration, donc la déclaration 2007 de l'année précédente, on a un montant et on part comme pour la TVA. Par 12. Oui, on part comme pour la TVA, on part sur cette base et au mois de juin, on va voir par rapport aux déclarations qui arrivent, est-ce qu'on reste sur cette base-là ? Il y aura une régulation. La dernière chose, c'est qu'au mois d'octobre prochain, on rouvrira la question, est-ce que vous considérez que le prélèvement qui est fait jusqu'à ce jour correspond à ce que vous touchez ? Est-ce qu'il faut l'augmenter un peu plus ou est-ce qu'il faut le baisser ? Donc c'est de la technique. Ça va durer 2 ans, je pense. Oui, et après la machine. Justement. Mais en ce moment, c'est les standards des impôts sont en les 0,8 est devenu gratuit. Oui. Bon, les impôts, pour les impôts, mais pas pour tout, parce que ça aussi, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Non, mais elle a été votée. Ouais. Elle a été votée. Mais on attend la mise en application. Oui, mais elle a été votée. Alors, si vous parlez, tous les services publics disposeront d'un 0,8 gratuit. Je trouvais toujours ça scandaleux. Oui, tout à fait. Que, par exemple, un chômeur qui appelle les ACEDIC, je peux d'ailleurs pour déclarer d'ailleurs, passe par un standard 0,8 payant. 0,8 payant. La CAF, je veux dire, excusez-moi, la CAF, ceux qui perçoivent les prestations familiales, ce sont pas les plus riches quand même, et ils appellent la CAF, ça leur coûte 25 centimes la minute, tout à fait, etc. Donc tout est en ligne maintenant. Oui, ça, quand même. Oui, mais bon, il y a quand même des gens qui sont un peu réfractaires. Oui, des gaulois réfractaires. Comme moi. Mais Christophe, si tu permets, concernant, en effet, Nassim, et tu as raison, on fait peser une charge supplémentaire sur les employeurs. Bon, cela étant dit, ils collectaient déjà la TVA. Donc ils ont déjà l'habitude de collecter de l'argent pour l'État. C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. C'est une mission supplémentaire et un entrepreneur, il a, je pense, assez de tracasseries administratives, assez de choses. Il doit aller courir les contrats et les clients pour pouvoir justement en réalité, payer ses salariés. En tant que chef d'entreprise, je vais vous expliquer. Mais vous payez déjà un comptable, monsieur Mamie. Non, mais tout le monde paye. Même ceux qui sont entrepreneurs, ils vont dans une association, ils paient 300 € par an. Oui. Et il y a quelqu'un qui leur rempli le papier. Je veux dire, vous devez signer avec votre expert comptable en réalité la feuille comme quoi il a le droit de faire ça.
Les chefs d'entreprise ne vérifient pas. Si on vous enlève 100 ou 200, c'est pas sans problème. Ouais. Donc, vous donnez délégation à l'expert comptable, qui lui est en contact avec les impôts, qui eux ont déjà prévu le pourcentage de prélèvement pour tout le monde. Donc, le comptable va travailler une fois la ligne supplémentaire prélèvement automatique, et après, c'est la machine qui fait les calculs. Bon, il faut qu'on enchaîne un petit peu. Oui, tout à fait. Messieurs, Non, mais dames. la Un question peu est technique, bonne. mais On verra si début février, début mars, les gens estimeront, parce qu'il faut quelques mois. Est-ce qu'ils estimeront que c'est une bonne chose ou pas? Aujourd'hui, c'est très difficile. En tout cas, ils peuvent baisser la mensualité de prélèvement s'ils estiment que leur situation économique a changé. En tout cas, s'ils perçoivent moins d'argent, ils peuvent se signaler tout de suite et dire attention, mes revenus ont diminué et je demande à ce que justement vous avez fait le prélèvement soit un bon service après-vente, hein, messieurs. Parfait. Bah, on fait. On enchaîne avec dans l'actualité évidemment qui a ressurgi cette fin d'année et même au début de cette année 2019, révélé par Mediapart, Benalla. Qui est réapparu du côté du Tchad et on s'est aperçu, en croire en tout cas les révélations de Mediapart, que Benalla disposait de 2 passeports diplomatiques qui lui auraient été remis selon ses dires après son audition au Sénat par quelqu'un de l'Élysée en lui disant tu prends les 2 passeports, t'essayes de pas faire trop de conneries, en l'occurrence de pas te faire trop remarquer, et bien Benalla aussi qui a déclaré qu'il était en contact régulier avec le chef de l'État, un dernier contact, dit-il, qui remonte au 24 décembre. Ce qu'a admis en partie d'ailleurs le chef de l'État, avoir eu, lui, parle de 2 contacts avec Benalla. Alors, selon Alexandre Benalla, le président lui demandait des conseils sur les gilets jaunes, sur un tas de choses, alors que l'Élysée nous avait dit qu'après le licenciement, plus aucun contact avec l'Élysée n'avait lieu. Bon, encore une fois, on est pris un peu pour des jambons, si je puis me permettre, dans cette affaire. Halal. Oui, halal, parce que pas de problème. Anissa, tiens, l'affaire Benalla, qui a d'ailleurs été, je pense, l'affaire qui a été le début des ennuis pour le président Macron, parce que auparavant, on peut dire que tout allait bien pour lui, ou presque. Oui, alors bon, sans mauvais jeu de mots, le Quai d'Orsay qui crie des quais d'Orsay, des cris d'orfraie, c'est le cas de le dire. La vraie question, à mon sens, c'est de savoir est-ce que Benalla devait justement posséder ces passeports diplomatiques, eu égard son statut. En fait, quand on parle du point de vue du droit, c'est vrai qu'on se pose la question, puisque il aurait dû, au vu de ses fonctions plutôt logistiques, surtout après sa mise à pied, fin mai, aurait dû en fait avoir un passeport plutôt de service pour pouvoir se déplacer à l'étranger et non un passeport diplomatique. Donc après, autour de cette affaire-là, c'est vrai que c'est un peu le cafouillis, l'Élysée qui effectivement dit que il n'y a eu des échanges laconiques avec Benalla. De son côté, Benalla qui affirme avoir eu quand même des échanges assez réguliers avec le président de la République. Donc c'est assez compliqué pour le moment. Nous, on n'en sait pas plus, donc difficile de pouvoir s'exprimer sur la question. Mais le simple fait, effectivement, de savoir qu'il avait en sa possession des passeports diplomatiques, c'est pour moi ça le fond de la question en fait de cette affaire. Les passeports diplomatiques, Tarek Mami, vous qui êtes un peu d'expérience en matière politique, est-ce qu'il avait lieu de les avoir, ces passeports? Et surtout de voyages présidentiels, parce que j'ai fait le voyage de tous les présidents quand ils partent au Maghreb et dans certains pays, et je fréquente ces gens qui n'ont pas tous le passeport diplomatique. Alors, quand on arrive, en fait, ceux qui arrivent dans l'avion du président, j'allais dire, leur passeport, il est entre les mains des gens de la sécurité du pays où on va. Et donc, à la limite, ils ne voient même pas la PAF. C'est quelqu'un qui part avec une valise, avec 50 passeports, il tamponne les passeports, et puis il les garde pendant les 3 jours de voyage, et on remet à ces gens le passeport une fois qu'ils sont rentrés. Donc, ces passeports diplomatiques, en fait, sont donnés principalement aux ambassadeurs, aux consuls, pour leur protection, et pour ceux qui partent avant le président de la République pour préparer le voyage. Donc, ces gens-là partent pour qu'ils gagnent du temps avec ces passeports. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, et je reviendrai peut-être sur le cas de Ben Ali n'avait pas besoin de passeport diplomatique du président jusqu'à son départ. Pourquoi 2 passeports? Quoi, ça l'aurait peut-être aidé pour sa chute. Pourquoi 2 passeports? Pour l'immunité. Un passeport, c'est largement suffisant puisqu'il a une durée. Oui, c'est vrai. Pourquoi 2? Qui ne sont pas dans la commission sénatoriale, qui ne sont pas sur XXX de télévision d'info continue et qui constituent la réalité. Vous avez un James Bond
qui croit contrôler et qui en définitive se fait contrôler. Nassim, est-ce qu'on peut parler d'une affaire Benalla ou plus d'une affaire Macron? C'est global, c'est-à-dire que Benalla, du moment aussi où il a menti effrontément lors de la commission, lors des questions qui lui ont été posées, notamment sur quel point? sur le fait d'avoir rendu... Non, il les a rendus. Il les a rendus fin août. Vous savez pas, Tarek? Non, mais il les a rendus fin août, il les a récupérés début octobre. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, mais selon sa parole. De ce que j'ai compris, ils étaient dans son bureau. Dans son bureau à l'Élysée. Voilà. Absolument. Donc il a dit, et c'est là où il joue sur les mots, que les passeports étaient à l'Élysée, ou en tout cas que c'était l'Élysée. Je ne me souviens plus de la formulation exacte. C'est-à-dire que on peut la prendre dans un sens et se dire qu'effectivement ils étaient à l'Élysée puisqu'ils sont dans le placard de l'Élysée. Enfin voilà. Il pouvait y avoir des jeux de mots. Donc il se défend sur cela. Je reviendrai pas sur les violences, l'affaire suit son cours. Oui. Hein, je pense qu'on essaie d'avancer sur ça. Non, la vraie question, et ce qui m'interroge, c'est encore une fois, mais qui est cette personne-là? C'est-à-dire qu'on parle d'un jeuneau d'une vingtaine d'années qui a des responsabilités complètement démesurées, qui est au centre d'une affaire aujourd'hui d'État et nationale qui interroge énormément de monde. À juste titre, hein, que ce soit les médias ou que ce soit simples citoyens ou même les politiques qui se disent mais qui est cette personne-là? Donc moi c'est ça que j'aimerais savoir. À la lumière en plus des informations que nous partage Monsieur Mami, mais il y a certains éléments qu'on avait déjà, mais il est en contact avec des réseaux anciens, notamment monsieur, je me souviens plus du nom, qui était avec Nicolas Sarkozy, et qui est dans tout un tas de choses. Enfin bon bref, lui c'est un petit peu le plomb qui doit sauter, hein, c'est comme ça que je le vois. Et tout un tas d'autres personnes. Il y a Israël et c'est pas grave de le dire, mais c'est une réalité qui est aussi mêlée dans tout ça. On a ce jeune homme qui effectue un voyage quelques temps avant que le président de la République aille au Tchad. C'est un peu gros quand même. C'est un peu gros. Et il rencontre des grosses personnalités en plus. Hein. Y compris le président tchadien. Y compris le président tchadien. Y compris le président, mais comment est-ce possible, je veux dire? Comment est-ce possible? C'est-à-dire une personne parce qu'il faut lire. Titre, pourquoi, il faut lire sur Nassim. Et donc, tous les livres sur la barbouzerie française. En fait, aujourd'hui, l'autre problème, c'est que tout ça, c'est toujours fait en République. Sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, le Twitter et toutes ces sources. Donc on dit merci aux réseaux sociaux alors. Non mais quelque de part, nous mettre à la lumière ce genre de. Ça je l'entends bien. Je veux dire, le néocolonialisme français est connu, on en a conscience, on en discute souvent ici aussi. Mais ce qui me turlupine, c'est que cette personne sort de nulle part. C'est bien ça. C'est-à-dire que contrairement à ses prédécesseurs, aux gens qui faisaient des choses, ils avaient des contacts, ils avaient quelque chose. Ouais. Qui est cette personne? Donc il va au Tchad, et donc moi j'ai le sentiment que Macron, alors le côté affectif peut être l'une des explications, hein, pourquoi pas, que le président a voulu faire revenir Macron, alors tout doucement et en catimini, un petit peu dans le jeu. Ouais. C'est un petit peu ça que je ressens. Oui, oui. Alors après, c'est que des ressentis. Il y a la question légale, hein, dont tu as parlé tout à l'heure aussi, Anissa, la question légale et la question de savoir si oui ou non il devait avoir ses passeports, comment les utiliser. Lui, il a justifié très simplement en disant c'était des passeports de convenance, mais s'il ne se fait pas contrôler, il a aussi en capacité d'importer ou d'exporter un certain nombre de choses dans ces pays. Alors on peut imaginer tout et n'importe quoi, on va pas spéculer ici, mais voilà, c'est des choses qu'il va falloir, je pense. Donc oui, il y a une vraie affaire. Alors affaire Macron, affaire Benalla, pardon, pour répondre à ta question, c'est une affaire d'État pour moi. C'est-à-dire que peu importe que ce soit Macron ou que ce soit Pompidou ou que ce soit De Gaulle qui soit à la tête de l'État et que ce soit Benalla, c'est une affaire d'État. Et ça interroge sur les méthodes qui continuent d'être celles de la France aujourd'hui. Affaire d'État, Deslem, pour toi? Écoute, tu sais, Christophe, je vais te dire une chose. Peut-être pour couper court, moi franchement j'en ai marre de cette histoire de Benalla, parce que pendant qu'on parle de Benalla, on ne parle pas des problèmes cruciaux que l'on a dans ce pays. Ah mais c'est un problème quand même. De gens qui ne finissent pas. C'est un vrai problème quand même. Non, c'est de prendre des gens pour des. On dévie le problème et on ne parle pas des vrais problèmes. Des gens qui meurent de faim, qui sont dans le froid, qui sont. Va bientôt arriver la trêve hivernale. Que vont devenir les gens qui ont 3, Ah non, 4, on est 5 en plein dedans la trêve hivernale. Oui, oui, mais enfin la trêve hivernale n'est pas encore arrivée. Enfin la fin de la trêve hivernale, pardon. Oui, d'accord, parce qu'on est en plein dedans là. Oui, on est en plein dedans, mais que vont devenir ces personnes au mois de février? C'est ça le vrai problème. Non, mais d'accord, mais Abdeslam, excuse-moi, tu dévies. J'en ai marre, moi, de l'histoire Benalla. Vous avez le chef de toutes ces histoires en France, c'est un certain monsieur Pasqua qui disait que quand Non, mais quand vous avez une affaire politique, vous créez une affaire. Et si l'affaire ne suffit pas, vous créez une affaire dans l'affaire, et nous sommes dans l'affaire de l'affaire. Et je vous rappelle juste. Vous le dire avec l'accent? Une affaire dans l'affaire. Ouais, alors, non, mais je termine avec Pasqua. Oui, juste, bon, c'est le grand chef Pasqua. Et juste dans l'affaire de Pasqua, en fait, vous avez un élu qui se casse pour aller en Amérique du Sud.
Vous avez un problème donc politique en France et vous avez quelqu'un qui va soudoyer, je sais pas si c'est la belle-mère ou la belle-sœur du juge d'instruction Alphen, pour le mouiller dans une autre histoire, et tout d'un coup on parle plus de la première affaire, on parle plus de la deuxième affaire, et on regarde est-ce que le juge Alphen est un homme honnête ou pas, et est-ce que sa belle-mère ou sa belle-sœur a été corrompue ou pas. Et donc là, effectivement, vous avez raison. Là, je suis sorti, là. Non mais voilà, c'est comme ça. On ne parle plus de la vraie question qui a débuté. Bon. Alors, j'aimerais oui, juste, si tu permets, Christophe, ajouter une petite précision. Nassim, tu parlais justement d'absence de contrôle, etc. Alors, il faut quand même préciser à nos auditeurs que le passeport diplomatique, ça n'est pas un laissez-passer. C'est pas le passeport diplomatique qui fait le diplomate. Donc, je m'explique. Avec ce passeport-là, il n'y a pas automatiquement d'immunité diplomatique. Ça, il faut le préciser parce que j'ai pu lire dans certains articles que voilà, il disposait de l'immunité. Absolument pas. En fait, il permet de passer en 3 minutes à la frontière. Absolument, de passer plus rapidement, d'avoir des facilités administratives, mais en aucun cas, ça l'exonère d'un quelconque contrôle ou autre. Voilà. Et au cours de voyage, la fameuse convention de Vienne, ouais, ne s'applique pas parce qu'elle ne s'applique qu'aux détenteurs de ce passeport installés dans le pays où ils sont. Dans un instant, un autre homme qui a fait l'actualité, c'était mercredi soir, Éric Drouet, arrêté, placé en garde à vue, relâché hier soir. Benalla 3. Ouais, peut-être. Et alors la question qu'on va se poser, a-t-il orchestré son arrestation? C'est ce qu'il en ressort visiblement aujourd'hui. Et puis un petit mot aussi sur cet acte 8, comment vous le sentez-vous? Et j'ai l'impression que depuis ce matin, même voire un petit peu plus d'ailleurs, les médias, ça y est, nous disent c'est demain le dernier jour, les gilets jaunes, terminé, on n'en parlera plus dès lundi. On verra. LGF, le grand forum avec Anissa Mziti qui est avec nous, et ça nous fait bien plaisir d'ailleurs de bien commencer l'année 2019 avec Anissa Mziti, avec Abdeslam Itache, avec Nassim Lachtache et Tarek Mami, parce que le vendredi c'est Mami, évidemment. La question du jour, je vous la rappelle messieurs dames, c'est à propos du prélèvement à la source. Est-ce une bonne chose selon vous? Vous répondez, vous continuez de répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Nous avons parlé de Benalla, nous avons parlé d'un autre homme qui a fait de l'actualité cette semaine, et il est peut-être des leaders de ce qu'on appelle les gilets jaunes aujourd'hui. Il s'appelle Éric Drouet, il a 33 ans et il s'est fait remarquer à plusieurs reprises. Déjà fin décembre, il avait été arrêté, placé en garde à vue, et il était présent ce mercredi soir, place de la Concorde, pour une opération qu'il entendait mener avec ses amis pour en fait rendre hommage à tous ceux qui ont été victimes des violences policières au cours des différentes manifestations. Sauf qu'il était à peu près 21h mercredi soir, il a été arrêté. La vidéo d'ailleurs circule sur tous les réseaux sociaux, elle a été visionnée par tout le monde. Il a passé quelques heures en garde à vue, ressorti hier après-midi. Et donc finalement voilà, Éric Drouet, la question se pose aujourd'hui, a-t-il ou non d'ailleurs orchestré son arrestation? Il le savait parce qu'il faisait partie d'une manifestation qui n'était pas autorisée. Tiens, peut-être Anissa là aussi, sur Éric Drouet, sur les gilets jaunes et sur cet acte 8 qui se prépare pour demain. Dont d'ailleurs quelques maires commencent à être fatigués par les violences auxquelles ils font face tous les samedis. Je pense au maire de Toulouse qu'on écoutera tout à l'heure dans Zapping, mais aussi le maire de Bordeaux, deux villes qui ont été principalement touchées par les violences, notamment au cours des manifestations. Et les médias qui nous disent que ce mouvement est plutôt vers la fin que vers son début. Anissa, alors Éric Drouet, les gilets jaunes, l'acte 8. Alors déjà, lui-même le dit, c'est un acte qui a été prémédité. J'ai vu là qu'il a fait une longue vidéo effectivement, où il exprime justement c'est sa volonté de un peu de choquer le débat public, et il a réussi. Après, à savoir, est-ce que ça avait un fondement juridique aussi, là encore, le fait d'arrêter Éric Drouet? Alors, c'était son arrestation donc pour, comme tu disais, manifestation sans déclaration. Or, il était, si je ne me trompe pas, il n'avait pas de gilet jaune. Ses coéquipiers, ses amis non plus. Il dit aussi qu'il se rendait au restaurant. Enfin bref.
peu importe, hein, mais en tout cas, vraisemble-t-il, là, il n'y a pas vraiment de fondement pour justifier cette arrestation. Je pense surtout que c'était un bon coup de com', hein, ça a bien fonctionné. L'idée, c'était de revigorer un petit peu ce mouvement qui commençait à s'essouffler, hein, on le voit. Et je pense que, ma foi, ça a fonctionné. Donc on verra ça demain pour voir si la mobilisation... Et sur l'acte 8, donc la mobilisation, effectivement, on attendra demain. Mais est-ce que tu es d'accord un petit peu avec les médias qui nous disent que là, on est plutôt vers la fin de ce mouvement et qu'a priori, dès après-demain, on n'entendra plus parler des Gilets jaunes? C'est un peu ce qui ressort dans les médias. Je ne pense pas. Ouais. Très franchement, je pense qu'un mouvement comme celui-ci ne va pas... Bon, certes, il y a des essoufflements, hein, comme je le disais, mais ne va pas s'éteindre de sitôt. Donc, à voir. Monsieur Abdeslamitache, sur Éric Drouet, sur cette peut-être orchestration, cette mise en scène en tout cas, sur l'acte 8, est-ce qu'on est vers la fin? Les Gilets jaunes vont-ils perdurer? Tout ça à la fois, Abdeslam? Alors, tu me demandes un pronostic? Oui, non, pas un pronostic, mais un petit peu ton regard lucide, bien sûr. Moi, la question sur justement le coup de com' de Drouet, donc tu vois la réponse est là-dedans. Très habilement, il s'est servi des médias pour se victimiser. On l'a vu, il cherchait des yeux à la caméra, il faisait des sourires, un sourire victimaire, un petit peu interrogé par le fait qu'on l'arrête à Paris comme s'il n'avait absolument rien fait, alors que c'était savamment orchestré, il avait bien préparé. Ouais. Le gouvernement est tombé dans le panneau, les forces de l'ordre l'ont arrêté et on a parlé de lui, et du coup il se relance politiquement. Est-ce que ça risque pas d'en faire une icône? Peut-être. Ouais. Peut-être, mais bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il était dans la manipulation de l'image pour justement se positionner en tant que victime. Et cette position victimaire n'est pas franchement... Les Gilets jaunes, on est plus vers la fin que le début pour toi, Abdeslam? Tu me demandes encore un pronostic auquel moi je ne me prêterai pas. Je pense que beaucoup de Français ont entendu ça a baissé, les propositions d'Emmanuel Macron. Ça a baissé le niveau de soutien. On était aux alentours de 75% au début, on est à 55% aujourd'hui. Oui, lorsque les gens ont entendu le président de la République qui a avancé des choses, mais Christophe, n'oublions pas qu'il s'agit d'argent public. Et lorsque l'on donne de l'argent, c'est de l'argent que l'on va chercher ailleurs. D'accord? Et qu'on ne peut pas donner l'impossible à nos concitoyens. On peut pas, si demain on donnait une augmentation de 1000 €, ce qui serait une totale utopie, on sait bien qu'économiquement ça n'est pas faisable. Donc à un moment il faut savoir être juste et être dans la mesure. Beaucoup de gens ont entendu le président de la République qui a fait un tas de propositions. Alors pour le coup on parlera du référendum populaire. Oui, dans quelques instants, on entend la vie tranchée, oui. Mais on peut pas dire que les gens n'ont pas été entendus. Donc beaucoup de gens ont le sentiment, oui, d'avoir été entendus. Peut-être à la baisse, c'est bien possible. Il y a peut-être pas assez. On peut l'entendre, mais la porte du dialogue est ouverte et la nécessité de pouvoir continuer. Est-ce que le mouvement ne doit pas prendre une autre forme et justement sur un échange, sur un dialogue constructif? Moi, mon avis, c'est oui. Ouais. Donc si tu me dis s'il doit finir, moi je dis qu'il doit continuer sous une autre forme. Voilà, et pas du tout dans l'agression, parce que je condamne la violence. Oui. Mais bon. Nassim Lachlache, sur ce mouvement des Gilets jaunes, sur Éric Drouet et sur toute cette actualité qui en découle. On a l'impression en tout cas que les médias ont envie que ça se termine. Oui, parce qu'après c'est normal, on est dans l'instantanéité, on a besoin de choses neuves et là ça traîne en longueur, en tout cas pour les médias comment dire, qui ne s'arrêtent jamais là. Les chaînes d'infos continuent, merci. C'est normal, il leur faut quelque chose de neuf, il leur faut quelque chose de nouveau, donc on peut comprendre que les médias souhaitent ceci, cela. Bon, bien évidemment, et Dieu merci, ce ne sont pas les médias qui décident de quand doivent commencer ou terminer les mouvements. En ce qui concerne Éric Drouet, ça avait l'air de le faire pas mal rire. Moi, à titre personnel, ça ne me fait pas rire du tout, puisque la réalité des choses, et alors peut-être que ça va être un petit peu rabat-joie ce que je vais dire, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a vraiment des gens qui se font arrêter comme ça sans raison. Ça s'appelle des contrôles d'identité au faciès. C'est ça. On est nombreux, en tout cas ici, chroniqueurs, chroniqueuses, à en parler à l'antenne. À les vivre aussi. Et à les vivre. Et donc ça c'est pas très drôle en fait. Et on a le sentiment que cette personne veut effectivement centraliser quelque chose autour de sa personne, puisque la force, et qui peut être aussi considérée comme une faiblesse de ce mouvement, c'est qu'elle n'a pas
de représentants à proprement parler. On avait des débats informels avec les chroniqueurs auxquels les uns et les autres autour de la table ont pu participer, où notre ami Nasser Lajdi justement disait que cette personne n'était pas porte-parole, mais qu'elle représentait qu'elle-même. Alors il y a une certaine limite, puisque d'autres disaient que à représenter soi-même, bon, qu'est-ce qu'on représente aussi? Enfin voilà, il y a des questions comme ça. En tout cas, ce monsieur, on a le sentiment qu'il a envie de se positionner, politiquement, bien évidemment, d'essayer de faire quelque chose. Ça a pas mal marché, son petit jeu. Il avait assumé jouer sur les mots. Sur la manifestation, de dire quand on marche on ne manifeste pas, enfin et ainsi de suite, et c'est dans ce contexte-là qu'il a été arrêté. Bon, ça c'est très malin de sa part, il n'y a pas de souci. Voilà, donc sur Éric Drouet, j'ai pas d'avis arrêté sur sa personne à lui. En tout cas, moi ce que je vois sur le mouvement, pour répondre à ta question, Christophe, c'est que sur le mouvement, on a des gens quand même qui sont déterminés sur les ronds-points aujourd'hui, et nous on est focalisé sur l'Île-de-France où finalement il n'y a pas grand-chose en réalité, si ce n'est les manifestants dans Paris intramuros, qui sont de province, puisque si on se souvient des arrestations qui ont eu lieu, du nombre de provinciaux en comparaison à ceux qui résidaient en Île-de-France, qui étaient complètement démesurés, disproportionnés même, j'irais jusque-là, on a quand même dans des petites villes, des ronds-points, des gens qui sont là par cinquantaines, par centaines, et donc ça veut dire... La mobilisation reste très importante en province. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose, et voilà. Alors maintenant... il faut à un moment donné aussi que ça s'arrête, dans le sens où les revendications, il faut qu'elles soient clairement posées. On entend tout et n'importe quoi aussi, ça c'est la réalité, ça brouille quelque peu peut-être la revendication et le message, c'est peut-être ça qu'on peut critiquer là dans ce mouvement-là. Mais en tout cas pour moi non, c'est pas fini. Et les élections européennes arrivent aussi, et il n'est pas exclu que ce soit Éric Drouet ou d'autres qui aient une liste potentiellement, et qu'on puisse aussi mesurer politiquement, puisque on peut être d'accord ou non. En France, en tout cas, c'est de cette manière-là qu'on arrive à mesurer le poids de quelque chose, c'est politiquement, électoralement. Alors, on aura l'avis de Tarek Mami dans un instant. Pardon, il faut qu'on avance parce qu'on est super en retard. On aura l'avis de Tarek Mami là-dessus, parce que c'est très important aussi, donc sur Éric Drouet, sur les Gilets jaunes, sur la suite de ce mouvement. On est à l'acte 8 demain pour cette journée de mobilisation. Mais on va passer, si vous le voulez bien, à un avis tranché qui va parler de quelque chose qui est demandé d'ailleurs de la part par les Gilets jaunes, à savoir ce fameux Rick Jingle. Jingle, il est là, voilà. Alors Abdeslam, tu as choisi donc de nous parler du RIC, de ce fameux référendum. C'est ça. Alors, référendum populaire ou populiste? Référendum d'initiative populaire, RIP, ou référendum d'initiative citoyenne, RIC, là où il y a peut-être un hic. Prenons garde à ce que le référendum d'initiative populaire ne devienne pas un référendum d'initiative populiste. Tout d'abord, beaucoup pensent que c'est l'idée de Jean-Luc Mélenchon. En effet, elle figurait dans son programme. Lui aussi est pour le recyclage des idées. Non, il faut rendre à César, ou plutôt à Brice Lalonde, celui qui se disait ni de droite ni de gauche. En 1981, il y a 38 ans, nous allons l'écouter. Écoutez, je crois que nous allons régler la question de la manière suivante. Nous voulons changer cette société et obtenir dès maintenant un certain nombre de mesures immédiates, comme par exemple le droit au référendum. Est-ce que nous serions plus bêtes, nous Français, que les Suisses? Les Suisses ont à leur disposition une procédure qui permet à un certain nombre de citoyens, lorsqu'ils ont une question extrêmement importante, qui n'est pas défendue par les partis politiques, de la poser à leurs concitoyens. Nous allons demander le droit au référendum d'initiative populaire en France. Alors, reprise 8 ans plus tard par Jean-Marie Le Pen. Écoutons ce qu'il avance et les raisons pour lesquelles il propose un référendum d'initiative populiste, pour le coup. Attendez, première chose, je demande la modification de la Constitution sur la base de l'article 11 pour établir l'élargissement du référendum et le référendum d'initiative populaire pour rendre la parole au peuple, pour que le peuple puisse exprimer sa volonté sur la Constitution, sur la possibilité d'établir des référendums de société et le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire court-circuiter en quelque sorte la classe politique et permettre aux Français
aux électeurs français de décider de leur sort. Premier point. Dissolution ensuite. Puis après la dissolution, mise en œuvre d'un certain nombre de référendums sur des problèmes graves, comme le rétablissement de la peine de mort, comme la réforme du code de la nationalité, etc. Avant le référendum. Voilà où je voulais en arriver. Ou pardon, là où je ne voudrais pas que l'on arrive. Rétablissement de la peine de mort. Réforme du code de la nationalité. Ce référendum demandé par la plupart des citoyens est légitime. Mais prenons garde à ces identitaires qui se servent de cette revendication de référendum pour inoculer le poison de l'identitarisme dans la société. C'est au tour de Michel Rocard, en 1995, d'être favorable au référendum d'initiative populaire. Écoutons-le. Et puis il y a un troisième élément. Je suis favorable au référendum d'initiative populaire. Je pense maintenant... Sans garantie particulière. Comment éviter que le Conseil constitutionnel ne vérifie la constitutionnalité des questions posées? Non, parce que si je vous pose la question, c'est pour des raisons que vous connaissez bien. C'est parce que si on interroge, par exemple, sur un sujet très émotif, si on interroge les Français, référendum d'initiative populaire, je prends un exemple. Il y a un drame, il y a des viols d'enfants, et puis brusquement, on dit référendum d'initiative populaire, est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort? Comment est-ce que vous faites, vous? Mais là, les choses sont très simples, Madame Duhamel. Sur la peine de mort, non seulement nous l'avons supprimée chez nous, nous avons signé des traités internationaux. Nous sommes engagés à ne pas les rétablir. Donc c'est un référendum d'initiative populaire partiel? Pas du tout. C'est un référendum d'initiative populaire pouvant toucher tous les sujets non contraires à la Constitution ou aux engagements internationaux de la France. Point. Ça suffit. Alors comment ça marche? Ça marche. Il faut que des gens se mettent d'accord et soumettent une pétition. Ça peut se discuter, 800 000, 1 million de signataires, c'est pas beaucoup, un électeur sur 38. De manière à soumettre à l'opinion. Vous savez, beaucoup d'États américains le font. La Suisse fonctionne comme ça depuis 400 ans. Avec des taux de participation lamentables. C'est-à-dire que ça finit par être 5% des gens qui décident quelque chose. Ne discréditez pas si. Ça vous perturbe pas, ça? Pas du tout, pour la raison simple que la démocratie, c'est d'abord la certitude qu'au cas de crise, on a des moyens de pouvoir. On peut faire entendre sa voix sans avoir à descendre dans la rue avec des fourches et à manifester. Il y a une procédure. Quand tout va bien et qu'on est content, on n'y va pas, on vote peu, tant pis. Tout de même, c'est suisse. C'est par référendum populaire que finalement les hommes ont décidé que les femmes voteraient. Et mieux encore, c'est par référendum populaire qu'ils ont établi l'équivalent de la vignette auto. Donc on peut y trouver du civisme. Que l'on déclencherait à partir d'1 million d'électeurs, dit-il. Rappelons-nous combien a fait Marine Le Pen au premier tour des présidentielles de 2017. 7 679 000 votants. Prenons garde à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Merci Abdestem. Voilà, on a replongé un petit peu dans les archives là pour le coup. Très intéressant de voir qu'effectivement ce fameux référendum, ça date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une nouveauté. En tout cas, c'est une revendication demandée par la plupart, ou dire une grosse majorité de gilets jaunes et de citoyens peut-être. Après, il faut faire attention effectivement aux questions, de la manière avec laquelle elles sont posées. Et voilà. Donc ceci étant, mon cher Tarek. Avant la vie tranchée de Abdestem, nous parlions, je demandais par rapport à Éric Drouet, par rapport aux Gilets jaunes, comment voyez-vous un petit peu tout cela en ce début d'année? Est-ce que vous êtes d'accord avec la sphère médiatique et politique qui nous dit que les Gilets jaunes, on en a presque terminé, c'est peut-être demain la dernière journée de mobilisation? Et par rapport à Éric Drouet, a-t-il oui ou non orchestré, selon vous, son arrestation? Merci Christophe. Je souhaite rebondir d'abord sur ce que vient de dire notre ami Abdeslam, avec... c'est pas une critique mais une observation. Mais je prends. Oui, mais tout le monde aujourd'hui croit que ce référendum d'initiative, je vous laisse le C et le P, est une production intellectuelle d'un certain monsieur Chouard. Vous n'en avez pas parlé, peut-être que vous l'avez fait exprès, mais les gens découvrent les choses au fur et à mesure qu'ils marchent. Alors, c'est une très vieille idée, mais pourquoi la Suisse ? Et pourquoi pas la France? Parce que d'abord, j'allais dire, je ne veux pas faire mon Macron pour dire que le français est un Gaulois récalcitrant, mais parce que déjà en 1969, quand le général de Gaulle voulait introduire les deux choses qui vont être faites plus ou moins 20 ans après et qui vont réécrire l'histoire de France, à savoir la première est la décentralisation. Oui. Et on va attendre de 69 jusqu'à 1981-83 pour que le président Mitterrand et l'ancien ministre de l'Intérieur de Fer y viennent. On perd 30 ans
Et après, on dit, on aurait dû le faire. La deuxième, qui n'est pas encore en place à ce jour, parce qu'il y avait une autre question dans le référendum de l'époque, c'est la fameuse participation. C'est-à-dire que les bénéfices des entreprises ne doivent pas être distribués uniquement entre les actionnaires, mais il y a une partie, qui est un pourcentage, qui doit être distribué par les producteurs, c'est-à-dire les salariés, c'est-à-dire les ouvriers. Parce que si une boîte fonctionne, on va faire de la publicité à Google ou à Apple qui ne payent pas d'impôts en France. Ils vont le payer, pareil. On y viendra après. C'est les salariés, c'est ceux qui ont fait la queue, c'est ceux qui se lavent à 4h, 5h ou 7h pour venir et qui ne touchent pas. D'ailleurs, Apple aujourd'hui refuse de donner la fameuse prime de 1 000 € et on va rentrer en phase de crise. Donc, il faut que les gens comprennent dans quelle société. Donc la France n'est pas la Suisse. Et effectivement, parce que là, je rejoindrai plutôt la position de Le Pen. Il va dire, on s'en fout de ce que la France a aujourd'hui dans sa constitution. On s'en fout de ce que la France a ratifié comme convention internationale, parce que le principe, c'est le peuple qui décide. La souveraineté du peuple. Ouais. Et si le peuple décide de revenir à la peine de mort, c'est terminé, on revient. Ouais. Donc c'est ça la... On ne peut pas aller à l'encontre. Voilà. Bon, alors... je reviens à Drouet en deux mots. En deux mots. En deux mots. Bon, c'est quelqu'un qui manifestement sent qu'aujourd'hui, en gros, sur les plateaux de télévision, il y a une dizaine de gilets jaunes. Oui. Et lui qui a lancé le mouvement avec Madame Ludiski, si j'ai bien retenu Laetitia, se trouve dépassé par d'autres qui sont encore plus représentatifs que lui des gilets jaunes. Mais quand ils sont sur le plateau, ils sont représentatifs, ils sont représentants tout en n'étant pas représentatif. Ouais. Et il dit comment j'inverse la table pour revenir à Laetitia au mois, et donc je fais cette provocation. J'allais dire, moi je connais bien la place de la République pour les auditeurs, la Concorde pour les auditeurs non mais qui habitent en province. Je peux vous indiquer qu'en dehors des grands hôtels dont le nom m'échappe, qui est un hôtel où on peut même pas entrer pour prendre un café, il n'y a aucun restaurant à la rente. Donc quand on se retrouve à la place de la Concorde, dans laquelle il n'y a pas de restaurant à moins de 700 mètres à pied, ben c'est de la provoque, c'est juste venez m'arrêter pour que je récupère ma place. Donc voilà ce que j'en pense. Ouais. Sur les gilets jaunes, alors ma vision est un peu, j'allais dire, floue, mais dans le sens positif. Puis-je me permettre qu'au départ vous disiez que ça allait faire pchit. Et ça fera pchit à la fin. Et on en reparlera. Non, mais parce que, je me rappelle. Attendez, je me confesse moi aussi. Non mais on y viendra à la fin. Parce que pourquoi ça va faire pchit? Parce que ils ont gagné dans la première semaine la revendication principale, taxe, pas d'augmentation. Et puis après, on nous raconte une histoire à l'après-vert, le RIC, l'ISF, les choses. Est-ce que, moi, c'est la question que je pose, j'allais dire, en tant que citoyen, normal, mais normal entre guillemets, combien parmi ces gilets jaunes ont été votés à la présidentielle, au deuxième tour? C'est-à-dire, la règle du jeu... Attendez, Tarek. Je rappelle quand même que l'abstention a été majoritaire dans cette présidentielle. C'est bien ce que 51%. Je dis. C'est bien ce que je dis. Oui, mais s'ils n'ont pas envie d'aller voter, parce que la règle ne ressentent pas dans ce choix qui était proposé. Non, Christophe, parce que la règle du jeu, en France, je dis pas qu'il est démocratique ou pas, c'est tout passe par des urnes. Donc vous pouvez aller mettre rouge, jaune, compter ou pas, mais vous faites le mouvement. Ah mais quand aucun candidat ne répond aux aspirations. Vous allez mettre le billet de 5 €. C'est ce qu'on avait fait un pari avec des copains. Vous allez mettre un papier blanc, se rejeter, mais c'est pas grave. Oui, mais on sait bien aujourd'hui que le vote blanc n'est pas pris en considération, oui, donc il est comptabilisé. Non mais d'accord. Mais on n'élit pas un président en vote blanc. Non mais c'est pas grave. Non mais je veux dire, autant leurs demandes premières pour moi sont légitimes. Autant ça part dans tous les sens, et un mouvement qui n'est pas structuré, qui n'a pas un chef, mais un groupe de gens qui parlent en son nom, parce que moi, ce qui me sidère à la télévision, c'est que vous avez des gens qui parlent pendant 1 heure sur tous les plateaux, et à la fin, il dit, mais est-ce que vous pouvez dire, vous, aux autres gilets jaunes, ah non, je suis pas représentatif. Donc il faut qu'on mette 65 millions de citoyens sur tous ces plateaux pour que chacun dise. Donc pour moi c'est un mouvement qui va s'effriter. C'est peut-être là d'ailleurs sa principale faiblesse. Voilà. Alors moi je vois. Attendez, je termine si vous permettez. Oui, non mais vous pouvez. Je vois donc je vois un effritement du mouvement et de tentatives de récupération de 3 pôles que sont
Dupont-Aignan, oui, le FN, oui, et la France Insoumise. Voilà. Ouais. Mais ce sont des tentatives de récupération qui ne rentrent pas service, y compris à ce demande de ces gilets jaunes. C'est pour ça que je dis, oui, je vous en prie, c'est pour ça que je dis les demandes premières sont légitimes et doivent être exigées. Alors il y a une autre idée qui dépasse tout ça, c'est que le système français aujourd'hui n'est plus viable. Et vous permettez, Tariq Mami, je crois qu'il y a Anissa qui voulait parler. Non, vas-y, je t'en prie. Je rebondis sur ce que vous dites et je vous donne la parole. Concernant cette liste gilet jaune, si demain il y a une liste gilet jaune aux européennes, sachez une chose, ils se feront taper par tout le monde, par le Front National, par Debout la France, par la France Insoumise, par la République En Marche, et ils prendront dans tous les sens. Oui. Ça c'est une certitude. Oui. Ensuite, mais c'est pas grave, ça. Concernant ces personnes qui s'autoproclament référents, d'abord moi j'ai pas vu, représentant sans être représentatif. Moi je n'ai pas vu d'élection au sein des gilets jaunes pour les désigner. Non. Si pour eux faire une vidéo avec 200 000 vues, c'est rendre légitime et s'octroyer le pouvoir de parole pour des millions de gens, enfin, moi, j'y comprends plus rien. Mais en tout cas, il n'y a rien de démocratique là-dedans. Bon, alors... Donc, mais ces gens-là, Christophe, si tu permets, on les retrouvera, ils vont être très, très vite démasqués dans quelques jours, lorsqu'ils iront se positionner sur des listes Front National, Debout la France, France Insoumise et compagnie. Et là, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que d'abord, ce n'est pas un mouvement apolitique, c'est un mouvement politique et partisan. Peut-être pas au début avec la spontanéité, mais pas à la naissance, mais à la naissance de toute révolution, ça c'est toujours. Est-ce qu'il y a un mouvement qui a duré aussi longtemps en France? Excuse-moi, Christophe, je vais revenir. Elle est encore là. Je suis toujours là. Elle lâche pas le morceau. Tu parlais de faiblesse, justement, du fait d'une absence de représentants. Au contraire, moi, je trouve que c'est ce qui fait la force de ce mouvement, c'est qu'il n'y ait pas de représentants. Chacun, en fait, se retrouve justement dans les aspirations, dans au moins une des aspirations des Gilets jaunes. Donc, au contraire, moi, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de représentants... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de courageux qui, dans les sondages qui sont traficotés, et je le dis tel que je le pense, 75% de la population est pour. Il n'y a jamais de sondage dans lequel il y a une réponse qui dit vous êtes pour, vous êtes contre. Les sondages, c'est toujours en 4 questions. Êtes-vous plutôt pour? Êtes-vous pour? Êtes-vous plutôt pour? Êtes-vous contre? Êtes-vous plutôt contre? Pour moi, si vous voulez, la question, c'est 75%. On devrait avoir 75% des gens dans les rues. Pas nécessairement. C'est des gens qui soutiennent. On peut soutenir un mouvement sans pour autant être dans la rue. Oui, mais je soutiens l'OM, mais je vais jamais au stade, quoi. Exactement. Mais pas Paris, ça va. Anissa, oui, pour finir. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais qu'on dise un petit mot. On le dira parce que bon, tant pis pour le zapping. Moi, j'aurais un mot sur 3 politiques. Non, Tunisie, Syrie. Où là, on est en train de rentrer dans un chambardement international. Et le problème des Français, c'est que quand ils regardent telle ou telle télé, ils parlent gilets jaunes, mais ils voient pas que l'avenir est en train de bouger entre la Syrie, la Russie et la Chine. Oui, parce que ça n'a pas de conséquences sur eux, c'est pour ça. Mais voilà. Non, mais ils la verront la conséquence dans 3 ans. Ah, bah on verra. Et on dira un petit mot quand même par une petite légion d'honneur là qui fait polémique. D'un certain Michel Houellebecq. J'ai lu ce matin. Qui a été primé, dont son livre est sorti ce matin. Non, mais je l'ai lu ce matin, pas la totalité, mais j'ai beaucoup parcouru beaucoup de programmes. Je peux vous dire que celui qui considère... Vous avez trouvé un truc sur l'islam dedans? Non, parce que l'histoire elle est rebarbative, j'allais dire, donc elle donne pas envie. J'ai même quelques citations en tête, style quand on est amoureux, les qualités intellectuelles n'ont pas d'importance parce que ce qui importe dans les rapports, c'est le cœur. Merci. Heureusement que la pub est là. Merci beaucoup. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct, évidemment jusqu'à 18h. Il nous reste quelques minutes avec une belle équipe aujourd'hui au complet. Anissa Mziti, Tariq Mami, Abdeslamitash et avec également Tariq, j'ai oublié quelqu'un, Nassim Lachlash, Abdeslamitash, Tariq Mami et Anissa Mziti. Mais aussi, elle est avec nous aujourd'hui pour nous annoncer le lancement d'une toute nouvelle émission qui va démarrer d'ailleurs ce dimanche entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. L'émission s'appelle Par les femmes et la présentatrice s'appelle Hanan Zawani. Bonsoir Hanan. Bonsoir Christophe, bonsoir chères auditrices et auditeurs. Alors Par les femmes, c'est quoi le principe, le concept de l'émission? Alors Par les femmes, donc c'est cette nouvelle émission donc lancée sur France Maghreb 2, donc qui aura pour thématique différents sujets d'intérêt féminin. Donc l'objectif c'est de mettre en avant la femme tout simplement, donc toutes les femmes.
D'accord. Et on va parler pour cette première émission de quel type de femme ? Alors, pour cette première émission, j'ai décidé d'offrir à nos auditrices un format spécial, donc de 2 heures, sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui est la situation des femmes SDF. Ah. Voilà. Donc pour l'occasion, on recevra donc Sarah Afrique, donc qui est une personnalité qui a fait énormément de bruit. Donc suite à une pétition qui a été lancée et qui a recueilli déjà 366 000 signatures. Et elle a fait tout un travail depuis plus d'1 an. Elle a notamment été auditionnée par le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental. Très bien. Rendez-vous donc ce dimanche sur France Maghreb 2, ça sera donc tous les dimanches 16h-18h. Est-ce que cette émission est interdite aux hommes ? Alors cette émission n'est absolument pas interdite aux hommes. J'aimerais présenter rapidement le déroulé de cette émission, donc pour appeler justement nos auditrices et nos auditeurs à vraiment nous écouter. Donc dans un premier temps, on parlera effectivement de toutes les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées ces femmes SDF. Elles sont cachées, on ne les voit pas, et en réalité, elles représentent 38% de cette population. Voilà. Donc elles sont confrontées au viol, elles ont des difficultés au niveau de la contraception, de l'hygiène. On a des femmes qui sont enceintes et qui accouchent dans la rue parfois, en tout cas voilà, pas dans des conditions stables. Donc voilà, dans un second temps, l'objectif de cette émission, c'est effectivement de donner une information, mais c'est aussi d'aller chercher des solutions. Donc quelles actions doivent être mises en place justement pour soutenir ces femmes SDF et leur apporter de la douceur, selon l'expression d'Anne Lorient, qui est une ancienne SDF et qui milite également pour qu'on ait des ouvertures de centres de SDF tenus par des femmes, parce qu'il y a des centres pour SDF qui reçoivent des femmes, mais malheureusement, même dans ces établissements, elles peuvent subir des viols, des attouchements sexuels. Et avec Wiem Maghribi, donc psychologue de l'équipe France Maghreb 2, elle interviendra justement pour nous expliquer quels sont leurs besoins, car ce sont des femmes traumatisées, mon cher Christophe. Rendez-vous donc ce dimanche à 16h pour la première, donc présentée par Hanan Zawani. Merci beaucoup Hanan et bonne chance pour cette nouvelle aventure. Merci bien, à très bientôt. À très bientôt. Alors il nous reste 2 minutes à peine. Welbeck, en un mot, Légion d'honneur remis cette semaine par le président Macron, parmi 406 qui ont été primés. Welbeck a reçu effectivement cette fameuse Légion d'honneur. Est-ce qu'il s'agit d'une récompense entachée, enfin qui est entachée en tout cas d'une polémique? Est-ce que c'est une récompense bienvenue ou pas, Nassim Lachlache? Ça fait longtemps que t'as pas entendu. Alors déjà, juste très rapidement, je sais qu'on a que 2 minutes et on est 4 à devoir prendre la parole. Il faut juste rappeler que la Légion d'honneur est initialement quand même une récompense militaire. Qui a été mis en place par Napoléon. Donc aujourd'hui, elle a clairement plus de sens. C'est-à-dire que depuis que Tony Parker a obtenu la Légion d'honneur, on comprend plus trop le sens de tout cela. Aujourd'hui, on a des sportifs. C'est-à-dire que c'est plus une récompense qui vise à récompenser les personnes qui vont faire briller la France à l'international, par exemple. Donc il semblerait que c'est ce qui était pris en compte pour Welbeck. En revanche, concernant cet individu qui n'est pas à ses premiers, c'est comme Éric Zemmour. Pour moi, c'est comme mettre ou Alain Finkielkraut, qui est aujourd'hui l'un des piliers de la langue française. Mais c'est comme c'est les mêmes personnages, c'est-à-dire que donner une Légion d'honneur aujourd'hui à Welbeck, c'est aussi quelque part le remercier ou. Alors bougez pas, on revient dans un instant si vous voulez bien. On se fait l'info, le journal de RFI. On est de retour pour terminer cette émission, comme ça tout le monde pourra s'exprimer. Vous êtes sur RFI. Edmond Sadaka. Bonsoir à tous. Les titres de cette édition en République démocratique du Congo, alors que l'on attend pour dimanche, en principe, les résultats de la présidentielle. Les Congolais restent privés d'accès à Internet. Ils n'ont plus accès aux réseaux sociaux ni au signal de RFI. Nous entendrons dans un instant la réaction du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Au Burkina Faso, des affrontements intercommunautaires meurtriers. Au moins 46 civils tués entre mardi et mercredi. Annonce faite aujourd'hui par le gouvernement.
gouvernement. Aux États-Unis, les discussions autour de la proposition démocrate pour sortir du shutdown continuent aujourd'hui. Depuis le 22 décembre, l'administration fédérale est partiellement paralysée. En France, la rentrée pour l'exécutif, premier conseil des ministres de l'année sur fond de crise des Gilets jaunes. Pour le gouvernement, ce mouvement est devenu le fait d'agitateurs qui veulent renverser le gouvernement. Nous entendrons son porte-parole, Benjamin Griveaux. Nous sommes donc en principe à 2 jours maintenant de la proclamation des résultats des élections en République démocratique du Congo. L'Église catholique a repris hier son rôle de contre-pouvoir, elle qui était restée discrète depuis le vote. Elle affirme connaître maintenant le nom du vainqueur et dit se fonder sur un échantillon de 23 000 bureaux de vote. Et ceci lui vaut aujourd'hui une vive critique de la majorité pro-Kabila qui dénonce, je cite, une attitude partisane. Les Congolais pendant ce temps restent privés d'accès à Internet, ils n'ont plus accès aux réseaux sociaux non plus depuis le 31 décembre. Le signal de RFI reste coupé à la demande des autorités dans tout le pays. L'accréditation de notre correspondante Florence Maurice a également été retirée. L'ONU aujourd'hui met en garde contre la censure des médias en RDC. Écoutez Ravina Shamdasani, la porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des restrictions significatives de la liberté d'expression et d'information. Internet et le signal de RFI ont été coupés depuis le début de la semaine, de même que récemment Canal Congo Télévision. Nous avons appris qu'il y avait eu des intimidations et du harcèlement contre des journalistes, des candidats de l'opposition et des défenseurs des droits humains. Et nous sommes inquiets parce que c'est une période sensible en RDC. Nous craignons que la restriction de toute voix dissidente pourrait avoir des conséquences. Est-ce que vous pensez que ça pourrait menacer la crédibilité des élections ? Nous avons eu un certain nombre de cas qui nous ont été rapportés de personnes empêchées de voter, beaucoup d'allégations d'interférence dans les opérations de vote et de tentatives d'influencer le choix des électeurs. Mais au sujet même de la crédibilité des élections, nous, les Nations Unies, nous n'avons pas été en mesure de surveiller le déroulement des scrutins. Donc nous ne pouvons pas parler de ça. Mais il y a certaines conditions qui doivent être remplies, des conditions relatives à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Nous avons peur que dans cette période post-électorale, il y ait une tentative de restreindre la liberté d'expression. Des propos recueillis par Sonia Rollet. Au Burkina Faso, on apprend aujourd'hui qu'au moins 46 personnes ont été tuées entre mardi et mercredi lors d'affrontements intercommunautaires consécutifs à une attaque terroriste à Yirgou. Yirgou, c'est un village situé à environ 200 km au nord de Ouagadougou, la capitale. Les victimes seraient essentiellement des Peuls. Le 1er janvier dernier, des hommes armés avaient fait irruption dans ce village. Ils avaient assassiné le chef et 6 autres personnes. En représailles, les villageois s'étaient attaqués aux éleveurs Peuls de la région. Écoutez, Rémi Danginou, ministre burkinabé de la communication, il s'est exprimé cet après-midi. Les populations, dans la poursuite des terroristes, ont posé un certain nombre d'actes qui a abouti à aujourd'hui 46 victimes identifiées, y compris donc les 7 tués par les terroristes. Il s'agit donc d'une situation extrêmement délicate et le gouvernement tient donc à présenter ses condoléances aux familles éplorées et à appeler les populations au calme. Le gouvernement donc voulait rassurer les populations que des mesures sécuritaires très strictes ont été intimées donc par le Premier ministre afin de protéger les populations, d'arrêter donc ces exactions-là, de ramener le calme, mais également de porter assistance aux personnes. Ce qui est certain, c'est que nous estimons qu'aujourd'hui, il faut ramener le calme au sein de nos communautés et ne pas tomber dans une situation où les terroristes auront eu un élément important de victoire. C'est la fin de la cohésion nationale et c'est un conflit ethnique qui n'a pas raison d'être parce que ceux qui ont tué ces terroristes-là auraient pu être de toute autre nationalité ou toute autre ethnie. Le ministre de la Communication burkinabé au micro de Yaya Boudani. Les États-Unis en sont à leur 14e jour de shutdown, mot qui désigne la paralysie partielle du gouvernement faute de budget. Les discussions autour de la proposition démocrate pour sortir de l'impasse doivent continuer aujourd'hui. Les dirigeants démocrates et républicains du Congrès se rendent à la Maison-Blanche, Oriane Verdier. No wall, no deal. Sans mur, pas d'accord. C'est la position de Donald Trump et celle affichée par les leaders républicains au Congrès. Mais voilà, les démocrates ont repris la majorité à la Chambre des représentants qui a approuvé hier un texte visant à sortir du shutdown.
shutdown. Cette proposition de budget rejette la demande de fonds supplémentaires de Donald Trump pour construire le fameux mur à la frontière mexicaine. Le texte n'a pour l'instant pas grande chance d'aboutir puisque le chef de la majorité républicaine au Sénat refuse de voter pour une proposition qui sera, comme le mois dernier déjà, rejetée ensuite par le président. Si en surface, le shutdown semble donc être amené à durer, dans le camp républicain, certains appellent à la négociation et à la modération. À la Chambre, 5 républicains ont voté en faveur du texte démocrate. 2 sénateurs républicains ont attiré l'attention sur les fissures croissantes au sein de leur parti. Nombre d'employés fédéraux ne toucheront pas leur salaire la semaine prochaine. Les conséquences du shutdown sur la population risquent de s'aggraver dans les semaines à venir. En Inde, une 3e femme est entrée hier soir dans le cœur du temple de Sabarimala, situé dans le Kerala. Les autorités de ce temple hindou refusent depuis des siècles l'entrée de toute femme en âge de procréer dans ce temple. Fin octobre, pourtant, la Cour suprême indienne avait jugé l'interdiction discriminatoire et l'avait levée. Notre correspondant Sébastien Farsi a rencontré l'une des militantes féministes les plus réputées du pays pour comprendre pourquoi ce combat pour l'égalité est si important. Écoutez son reportage. Les militants hindouistes affirment que les traditions religieuses relèvent du domaine de la croyance et qu'elles ne peuvent donc pas être altérées par la Cour suprême. Un argument que rejettent les féministes comme Ranjana Kumari, directrice du Centre pour la recherche sociale. Le droit de prier est un droit protégé par la Constitution indienne, à l'instar du droit à la vie et à la dignité. Si ce n'était pas le cas, 4 juges de la Cour suprême n'auraient pas validé ce jugement autorisant les femmes à Sabarimala. De plus, les temples sont des institutions construites sur du terrain public et avec des fonds publics. Dans un tel endroit, vous ne pouvez pas faire de discrimination et c'est pour cette raison qu'il n'est plus autorisé d'interdire aux intouchables d'entrer dans les temples. Le Premier ministre Narendra Modi vient toutefois de justifier cette discrimination envers les femmes au nom du respect de la tradition de ce temple, une position qui va donc à l'encontre de la récente décision de la Cour suprême, mais dont le but est certainement de galvaniser son électorat hindou à la veille des élections législatives de mai prochain. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI. Au Japon, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, va comparaître la semaine prochaine à sa demande devant un tribunal de Tokyo. Il entend de la sorte obliger le procureur à clarifier publiquement le motif de sa détention prolongée dans le pays. La comparution aura lieu le 8 janvier précisément. Nouveau rebondissement qui intervient alors que le tribunal de Tokyo a décidé lundi dernier de prolonger de nouveau de 10 jours jusqu'au 11 janvier la garde à vue de l'ex-patron de Nissan dans le cadre d'un 3e mandat d'arrêt sur des soupçons d'abus de confiance. L'actualité en France, premier conseil des ministres de l'année. Ce matin, le gouvernement a présenté ses vœux au président de la République. Des vœux qui interviennent, vous le savez, sans doute dans un contexte social toujours très tendu, à la veille d'une probable nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. L'occasion tout à l'heure pour le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, d'évoquer cette question des Gilets jaunes devant la presse. Et il a eu des mots sévères vis-à-vis de ce mouvement né de la lutte contre la hausse des taxes sur le carburant. Benjamin Griveaux. Nous avons apporté des réponses concrètes et rapides aux demandes premières et légitimes portées par le mouvement dit des Gilets jaunes, notamment sur le pouvoir d'achat. Depuis ces annonces, le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. C'est désormais dans un combat politique qu'ils sont engagés pour contester la légitimité du gouvernement et du président de la République. Et d'ailleurs, ceux qui appelaient à débattre ne veulent pas participer au grand débat national. Alors moi, j'invite l'ensemble de nos concitoyens à y participer. Benjamin Griveaux au micro d'Anthony Latier. Et puis au chapitre politique, toujours en France, notez qu'Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. Le maire de Bordeaux, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, a mis fin à 42 ans d'adhésion au grand parti de droite après 2 ans sans cotisation. C'est Gilles Platré, porte-parole du parti, qui l'a confirmé ce matin, 18h10 à Paris. Merci à nos confrères d'RFI pour l'info. Le retour tout à l'heure sur France Maghreb 2, bien sûr. Alors, on va terminer parce qu'on n'a pas eu le temps de donner la parole à tout le monde sur ce sujet important. Et puis Tarek nous parlera aussi un petit peu de la Syrie, parce qu'il se passe des choses en Syrie effectivement très importantes. Anissam Ziti sur Michel Houellebecq et cette récompense qui lui a été remise cette semaine. Il a reçu en effet la Légion d'honneur. Il faut dire quand même que c'est un écrivain qui vend énormément de livres, Michel Houellebecq. Dont le dernier a priori a été tiré à 300 000 exemplaires
quand même. Anissa, Michel Houellebecq, est-ce que cette récompense, tu la comprends, tu la condamnes ou... Oui, un écrivain qui vend beaucoup de livres, effectivement, et aussi un écrivain tout à fait décrié pour ses positions. Il faut quand même rappeler que dans l'un de ses livres, il a appelé à... C'est ma fille me fait rire. Qu'il a appelé à une guerre civile pour éliminer quand même l'islam en France. Donc aujourd'hui, on en est en France ici, c'est-à-dire qu'on récompense des personnes qui tout simplement appellent au pogrom, qui appellent à exterminer en fait une partie de la population française. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant. Ouais, et qui avait dit d'ailleurs que la religion musulmane est une des religions les plus cons. Voilà, ce qu'il avait dit entre guillemets. Entre dire ça et puis dire qu'il faut éliminer l'islam en France, il y a quand même un pas qui dangereux effectivement qui est passé là. Ça t'a choqué mon petit Abdeslam? J'adore le petit. Je suis attristé par le fait que la Légion d'honneur perde de sa superbe. Aujourd'hui, on se retrouve à donner la Légion d'honneur à un type qui écrit des bouquins pour gagner sa vie. D'abord, ça donne envie d'écrire des bouquins. La perspective justement de gagner la Légion d'honneur de cette manière-là est déplorable. Et ça en fait pleurer la petite. Je ne parle même pas de la qualité d'écriture de ce monsieur. Moi, franchement, j'ai de la peine pour la Légion d'honneur. Oui. Vraiment. Après, on peut ne pas aimer le personnage, mais aussi reconnaître les qualités d'écriture. C'est ce qui est quand même différent. Écoute, moi, ma prof de français, je reconnais ses qualités d'écriture. Est-ce que pour autant, elle a le droit à la Légion d'honneur? Ça, je le sais pas. Tarek Mami, est-ce que vous êtes d'accord avec tout cela? Est-ce que c'est une décoration? Je commence par la chute. Aujourd'hui, il y a des usages pour la Légion d'honneur. Et par exemple, il y a des listes qui montent tous les ans pour des ouvriers qui ont 35 ans d'âge dans la même entreprise. Ouais. Donc il y a des normes comme ça. Bon, quelqu'un qui vend des livres, donc je ne crois pas moi qu'on ait donné cette Légion d'honneur à cet écrivain pour le contenu de ce qu'il fait, mais pour d'autres considérations, reconnu à l'étranger comme grand écrivain français. Oui. C'est un des plus grands vendeurs de livres. Voilà, vendeur de livres, donc faut pas tout mélanger non plus. Deuxièmement, la Légion d'honneur d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, puisque, excuse-moi Christophe, mais dans la Légion d'honneur aux 23 joueurs de la Coupe du Monde, excusez-moi, mais même ceux qui n'ont pas joué une minute, bon, donc moi... Les remplaçants, les presseurs de citron. Moi j'aurais demandé à l'entraîneur de me mettre juste dans la liste pour avoir la Légion, quoi. Et puis la troisième chose, ce type est aujourd'hui, il faut le savoir, l'équivalent d'un Céline dans les années 35, qui lui, par contre, avait un talent d'écriture. Et peut-être que... Qui était accusé d'être antisémite. Non mais, j'y viens. Peut-être qu'aujourd'hui, la réédition de Céline a été interdite par des responsables de la communauté juive. Peut-être que dans 35 ans, ce monsieur sera interdit de republier Soumission parce que les musulmans de France seront devenus de vrais citoyens qui votent, qui existent, qui se font élire et qui ont un poids aujourd'hui. À l'image de cette petite que vous entendez derrière. Dans 35 ans, elle sera présidente de la République, Inch'Allah. D'ailleurs, tiens, puisque vous parlez de ça, vous savez que cette nuit s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire aux États-Unis. Comme tous les jours. Deux femmes musulmanes sont entrées au Congrès américain, qui ont prêté serment sur le Coran. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, que ce n'est pas parce que la majorité des gens aux États-Unis prêtent donc serment sur la Bible que c'est une règle. Oui. Non mais on s'arrête juste un instant. Elle est palestinienne pour l'une et l'autre somalienne. Oui. Elles ont prêté serment sur le Coran. Est-ce que c'est envisageable en France? Jamais de la vie. Alors en France, personne ne prête serment sur le Coran. Les athées peuvent prêter serment sur l'honneur. Non. En France, il n'y a pas de truc. Je termine. Vous savez à qui appartient le Coran sur lequel elles ont prêté serment? Non, je ne sais pas. C'est l'un des premiers présidents américains qui avait, lui, le Coran en 2 tomes, traduit, qui est dans la Bibliothèque nationale américaine, et elles ont demandé donc à utiliser un livre qui fait partie des archives et qui appartient à un président américain. Mais ce sont des images qu'on ne verra jamais en France. Non, mais je sais pas, on risque pas de les voir parce qu'on n'ira pas sur la Bible non plus. Ne prête pas serment sur la Bible. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur le billet, sur le dollar américain, il y a marqué In God We Trust. Donc on est sur une base. Alors pour finir, Tarek Mami, un petit mot sur la Tunisie avec une bonne et une mauvaise nouvelle, et puis un petit mot rapide sur la Syrie, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors on va commencer peut-être par la Syrie, et moi j'aime bien donner mes sources pour que les gens disent qu'est-ce qu'il invente celui-là. Vous avez donc
je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, la tentative de bombardement, la dernière de l'armée israélienne sur la zone de Damas, pour des raisons donc qui ont fonctionné une fois, puisque ça a été utilisé et qu'un avion russe a été abattu. Ouais. Apparemment, l'aviation israélienne se met donc d'abord sur le territoire libanais et pas sur le territoire syrien, et tire sur des cibles à l'heure de l'atterrissage d'avions de ligne civile. Et donc, au moment où il y avait deux avions qui étaient en phase d'atterrissage, l'un des avions à Damas, l'autre à Beyrouth, l'armée israélienne va tirer des missiles en prétendant qu'elle veut toucher soit le grand général iranien, soit des membres importants du Hezbollah qui étaient en train d'atterrir en même temps. Et là, vous avez une réaction qui fait classique, qui fait que comment dire, les missiles anti-avions sont lancés, mais en même temps, et là je donne la source pour que ce soit pas de la propagande ou l'infox ou de l'info ou de l'intox, vous tapez sur le moteur de recherche donc Qandil, avion israélien, avion missile syrien. Et ce militant de gauche qui écrit dans un journal qui s'appelle El Bina, c'est-à-dire la construction, déclare que l'armée syrienne a fait le choix non seulement de tirer contre les avions qui sont en l'air, mais d'envoyer un missile terre-terre à l'intérieur d'Israël, du côté de Haïfa. Donc je vous envoie la source, vous lisez pour en tirer toutes les conséquences, pour savoir si c'est de l'intox ou pas. Donc si c'est de l'intox... La question qui se pose, est-ce que c'est un missile sol-air ou si c'est un missile sol-sol? Alors apparemment c'est un sol-sol qui a été envoyé exprès, et il explique même dans cet article qu'un missile sol-air peut, s'il rate sa cible, continuer à rouler et donc tomber quelque part, et il serait tombé à Haïfa. Donc ça change tout si l'information est vérifiée. Oui. En tout cas, en quoi ça change? En change, c'est-à-dire que pourquoi, cher Christophe, aujourd'hui l'armée israélienne depuis à peu près un an ne tire plus à partir du territoire syrien sur le territoire syrien et qu'elle se décale sur le Liban? C'est parce que le ciel syrien aujourd'hui avec les missiles S-300 et autres devient inviolable. Donc dès qu'un avion israélien rentre sur le territoire, il est abattu. Il y en a eu un l'année dernière. Donc ça c'est la première. La deuxième, c'est qu'on change j'allais dire de rapport de force, puisque jusqu'à hier et depuis 47, l'armée d'Israël, surtout les avions, pouvaient bombarder où elle voulait, quand elle voulait et partait, sans aucun risque. Aujourd'hui, le risque, c'est que si vous bombardez, si quelqu'un bombarde, il risque non seulement de voir son avion être abattu, cher Christophe, mais de recevoir un missile à l'intérieur de son territoire Israël. Et là, la change, et là, tout change en termes de diplomatie. Alors, deuxième chose sur la Syrie, c'est que vous savez... Deuxième sur la Syrie, la première fois, c'est l'avion, le missile sur l'avion. La deuxième information sur la Syrie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le retrait du président Trump, en tout cas l'annonce du retrait, ce qui fait que les Turcs... Retardé, hein. Non mais... Retardé d'un mois. Je parle du principe. Le principe, c'est qu'il va retirer ses troupes, et le principe, c'est que le président turc et le président américain ont convenu que ce soit les Turcs qui remplacent l'armée et qui va éradiquer donc les Kurdes qui sont citoyens syriens. Or, pour une fois, les Kurdes ont compris le sens de l'histoire et ont appelé l'armée syrienne officielle de venir remplacer le territoire que les Kurdes occupaient jusque-là. Et là, les Turcs sont dans une situation très très difficile. C'est clair. Parce que s'ils rentrent, ça devient un envahisseur. Et ce qui fait que vous avez la stratégie du Moyen-Orient qui va tout changer, parce qu'aujourd'hui au Moyen-Orient, surtout en Syrie, vous allez avoir les Américains, les Iraniens, le Hezbollah, l'armée syrienne, la Turquie et Israël de l'extérieur. Et donc, c'est l'avenir du monde et du Moyen-Orient qui se joue en ce moment, effectivement. Qui se joue. Et Erdogan qui était renforcé il n'y a pas plus tard que 2-3 semaines et qui maintenant se retrouve dans une situation inconfortable. Et où il devient envahisseur, colon, où il laisse faire, il a perdu sa bataille. Hein. Voilà. Alors, pour la Tunisie, c'est deux nouvelles. Alors, la mauvaise et la très mauvaise, c'est que les agents de sécurité tunisiens, hier, entre militaires, policiers et services spéciaux, ont abattu plusieurs personnes du côté de Sidi Bouzid, dans une maison. C'était des terroristes qui étaient en train de préparer des opérations. Et ça veut dire que les services de sécurité tunisiens aujourd'hui sont très éveillés.
Et c'est une bonne nouvelle. Ah ben non, ça c'est, elle est bonne par la conclusion. J'allais dire, mais la mort d'homme n'est jamais bonne, même quand c'était terroriste. Mais elle est mauvaise. Ça veut dire que la Tunisie n'a pas encore terminé sa phase dramatique de terrorisme. Ouais. Et la bonne dire que toute la région est malheureusement confrontée à ça. Mais voilà. Bon. Et la bonne nouvelle, alors, qui est en fait une vraie fausse ou une fausse vraie, c'est que le parti Nahda, qui est avec les frères musulmans, qui est avec la Turquie, qui a soutenu avec le président Massouki la réunion à Tunis de 120 ministres des Affaires étrangères dans un comité qui s'appelle les Amis de la Syrie, et qui appelait tous, y compris M. Rennouchi, vidéo à l'appui, à faire tomber le régime. Et hier, ils ont pris une décision stratégique de demander la réconciliation de tous les pays arabes et de la Tunisie avec la Syrie. Donc reconnaître de fait que Bachar a fini par gagner cette guerre. Pourquoi elle le fait? Elle le fait pour des raisons. Parce qu'aujourd'hui, les Saoudiens eux-mêmes, les Émirats, les Américains en gros, les Anglais et les Français veulent revenir à Damas. Et donc il faut qu'ils soient dans le sens du vent. Et la deuxième, parce qu'il y a une élection qui vient donc en octobre prochain, que la Tunisie reçoit le sommet de la Ligue arabe au mois de mars, que la Syrie risque d'être invitée pour y intégrer, et que le Nahda, en tant que parti politique qui se projette dans l'élection, ne peut pas être contre tout le peuple tunisien, ou en tout cas la majorité qui est pour. Et je termine juste que il y a 15 jours, donc le premier avion direct Damas-Monastir, donc Tunisie, a atterri, et que les Tunisiens ont attendu les Syriens dans la rue pour les applaudir. Donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle en soi, parce qu'elle peut participer à amener la paix en Tunisie. Mais bon, le seul président qui a ça fait quitté 20 ans là. La présidence de son vivant, c'était Yamin Zerwal. Oui. Ça a été le seul. Tous les autres sont morts. Et c'est lui qui a lancé, d'ailleurs, l'opération Réconciliation Nationale, alors que la majorité des Algériens aujourd'hui pensent que c'est Bouteflika qui a fait ça, alors que c'est pas lui. Bon, merci à tous. En tout cas, si cette émission se termine. Oui, non, mais je parle du principe. C'est lui qui a démarré la chose. Et aujourd'hui, pour tous les Algériens, c'est Boutef qui a fait ça. Merci à tous. Anissa Mziti, merci beaucoup. Hâte de te revoir très bientôt sur France Maghreb 2. Mon cher Nassim, pareil. Abdestamitash, merci beaucoup. Tarek Mami, la semaine prochaine. Vendredi. Et lundi, on sera avec vous en direct bien sûr. Et n'oubliez pas ce week-end donc le lancement de Par les femmes sur France Maghreb 2. Ciao tout le monde, bon week-end. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.